L'histoire débute avec un jeune homme discret, Akira, assis dans sa salle de classe. Un de ses camarades s'approche de lui pendant qu'Akira lit un roman sur son téléphone. Le garçon lui demande s'il aime les histoires de cieux de glace, mais Akira répond simplement qu'il lit tout ce qu'il trouve gratuitement, sans préférence particulière. Avant de partir, le garçon lui dit de lui recommander d'autres romans gratuits s'il en trouve. Akira est surpris que quelqu'un lui ait réellement parlé, car il est pratiquement invisible au sein de l'école, passant inaperçu la plupart du temps. Soudain, son téléphone commence à bugger, et une étrange obscurité se répand sur le plafond de la salle de classe. Cette obscurité forme un cercle magique lumineux qui commence à se rassembler autour des pieds des élèves, créant une atmosphère mystérieuse. Tout le monde est choqué lorsque le cercle les téléporte dans un château gigantesque. Alors qu'ils se demandent où ils se trouvent, un étrange prêtre apparaît et les informe qu'un roi est sur le point de les recevoir, pour une audience inattendue. Après que le prêtre se soit écarté, les jeunes voient un roi et une princesse se tenir là, se demandant qui sont ces personnes. Le roi s'avance et explique qu'il a invoqué les étudiants d'une autre planète vers son monde, nommée Morrigan, pour une raison bien précise. Il révèle qu'ils sont actuellement dans l'empire de Rhodis, sur le continent humain, envahi par des démons. Le roi explique aux jeunes qu'en tant que guerriers venus d'un autre monde, ils peuvent vaincre le seigneur démon. Et ils se sentent très excités à l'idée de commencer leur aventure High Sky, plein d'espoir. Cependant, le prêtre révèle que seul l'un d'entre eux peut être le héros légendaire et leur demande de tester leurs capacités. Un garçon pose sa main sur une boule magique, mais découvre qu'il n'est pas le héros tant attendu. À sa grande déception, le prêtre lui dit que même sans le statut de héros, il reste un soldat puissant et capable. Ensuite, une fille nommée Yuki découvre qu'elle est une mage de dissipation, et Tomoya apprend qu'elle est une chevalière, ce qui est une surprise pour tous. Après que Shori ait appris qu'elle est une guérisseuse, le prêtre dit à tous qu'ils peuvent consulter leur statut même sans toucher la boule magique. Tous les jeunes commencent à vérifier leur propre statut, et Nanaïs interroge Akira sur le sien, curieuse de savoir. Akira révèle qu'il est un assassin, mais se sent confus par la puissance démesurée de ses statistiques. Ensuite, Tsukasa s'avance vers la boule et démontre son potentiel avec la classe de héros, impressionnant la foule présente. Alors que le prêtre loue Tsukasa pour ses statistiques incroyables, tous les élèves commencent à acclamer leur beau président. Cependant, Akira se demande comment Tsukasa a pu devenir un héros avec des statistiques aussi médiocres. C'est très étrange. Puisque ses propres statistiques sont bien plus élevées et que Nanaïs lui demande de montrer sa propre classe, Akira reste silencieux, se demandant s'il peut faire confiance au roi louche concernant l'histoire des démons. Décidant de garder sa classe surpuissante secrète, Akira utilise un sort de dissimulation pour masquer sa présence, avec prudence. À ce moment-là, Nane pense qu'il a disparu et s'en va, tandis qu'Azaina teste sa classe. Une fois que tout le monde a terminé ses tests, le prêtre informe chacun qu'il préparera un équipement spécial pour tous et leur demande de se reposer dans leurs chambres attribuées, pour la nuit. Soulagé de ne pas avoir été découvert, Akira suit les étudiants tout en se dissimulant. Remarquant une caméra dans un couloir, il réalise que le roi surveille les élèves et se sent heureux d'avoir choisi de ne pas lui faire confiance, c'était une bonne décision. Cependant, il ne remarque pas un chevalier qui l'observe discrètement par derrière. Plus tard dans la nuit, Akira trouve une salle de stockage abandonnée et décide de s'y reposer. Après s'être installé, il décide de fouiner dans le bâtiment pour recueillir des informations, avec prudence. Observant le paysage étranger de la ville, Akira est surpris d'être réellement dans un autre monde. Il saute entre les tours du bâtiment, choqué par ses capacités surhumaines. Ensuite, il entend des voix dans une pièce et se dissimule pour les espionner avec une grande discrétion. Akira entend la princesse dire au roi que les étudiants ne sont que des enfants naïfs avec des classes spéciales. Se sentant confiant, le roi lui dit de commencer son plan, et elle quitte la pièce, sans plus attendre, avec un air déterminé. Debout derrière le roi, Akira se demande ce qu'il prépare, et pense qu'il pourrait facilement mettre fin à sa vie. Le roi se sent perturbé par sa présence, mais quand il se retourne, il ne trouve personne, et retourne à son travail, perplexe et un peu inquiet. Le lendemain, Akira prend son déjeuner tout en se dissimulant. Se demandant s'il devrait informer les étudiants des plans du roi, il réalise qu'il ne le croirait de toute façon pas. À une table voisine, Tsukasa se lève et dit aux élèves que le roi leur a fait une grande faveur en les invoquant avec de puissantes capacités, c'est une chance inouïe. Tsukasa pense qu'ils devraient tous travailler ensemble et rembourser le roi en vainquant les démons. Alors que tous les étudiants acceptent de soutenir leur héros, Akira réalise qu'ils ont été dupés par la fausse histoire du roi, c'est une manipulation évidente. Après le déjeuner, le commandant des chevaliers, Saren, rassemble tous les héros à l'extérieur pour l'entraînement. Alors que Saren se vante de son titre de dernière défense du pays, son partenaire Jules lui rappelle d'agir avec humilité, pour ne pas trop en faire. Ensuite, Saren informe les étudiants qu'ils recevront un entraînement spécial pendant 1 mois avant d'aller dans un labyrinthe pour combattre des monstres. Sachant qu'ils n'ont aucune expérience de combat, Saren rassure les élèves qu'il les aidera à apprendre les ficelles du métier, avec patience. Pendant que les étudiants se préparent avec enthousiasme pour leur entraînement, Akira reste dans l'ombre, se demandant ce que Saren essaie de faire. Alors qu'Akira part recueillir plus d'informations, Saren laisse les jeunes avec Giles et quitte les lieux, avec une certaine hâte. Akira marche vers une fontaine, mais Saren l'interpelle. Akira est surpris, se demandant si la compétence de dissimulation avait une limite de temps.
Cependant, Saren le rassure en lui disant que le sort de dissimulation fonctionne, mais qu'il ne peut pas cacher Akira de lui, c'est impossible. Saren explique qu'il possède des yeux mystiques, qui lui confèrent une vision thermique, lui permettant de détecter la chaleur corporelle des gens. Voulant se protéger, Akira tend la main vers son couteau. Mais Saren lui dit qu'il ne le dénoncera à personne, il peut lui faire confiance. Sachant que Saren est du côté du roi, Akira doute de devoir lui faire confiance, mais le capitaine chevalier lui dit qu'il a ses propres raisons. Ensuite, il demande à Akira de garder leur rencontre secrète du roi, et Akira décide finalement de lui faire confiance après mûre réflexion. Après s'être assis pour parler, Akira dit à Saren qu'il veut lire les archives du roi pour en apprendre davantage sur leur monde. Saren lui demande quel est le niveau de sa compétence de dissimulation, et Akira révèle qu'elle est au maximum, ce qui est impressionnant. Cependant, ses autres compétences sont toutes au niveau 1, donc il ne sait pas comment les entraîner. Surpris, Saren sourit et propose de lui enseigner, disant que les archives ne contiennent de toute façon pas beaucoup d'informations utiles. Ce n'est pas une grande perte. Akira est excité à l'idée de devenir plus fort et d'explorer ce nouveau monde, mais il pense qu'il veut toujours rentrer chez lui, auprès de sa famille. Saren est d'accord, mais pense qu'il devrait devenir plus puissant pour survivre jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de rentrer, c'est essentiel. Akira se sent coupable de recevoir les conseils de Saren gratuitement, alors le chevalier lui dit qu'il peut le rembourser avec des histoires de sa planète d'origine. Alors que le charmant chevalier lui tend la main, Akira sourit et la serre, et se présente formellement par respect avec une certaine dignité. Une fois qu'ils commencent à s'entraîner ensemble, Akira apprend qu'outre les humains et les démons, des elfes et des hommes bêtes peuplent également leur monde. Pendant que Saren soumet Akira à un entraînement physique intense, il explique que les niveaux de classe ne peuvent être augmentés qu'en vainquant des monstres, mais qu'il peut augmenter ses niveaux de compétences en s'entraînant seul avec persévérance. Alors qu'il continue de s'entraîner chaque jour, Saren est surpris en apprenant l'existence de la Terre et de toutes ses avancées technologiques. En pensant à la façon dont il trouvait toute cette technologie ennuyeuse et ordinaire, Akira a l'impression que son ancien monde lui manque dans ce nouvel endroit. C'est un sentiment étrange. Après un certain temps, Saren est dans une pièce avec Giles qui se demande pourquoi il a passé autant de temps avec Akira. Saren lui dit que les histoires d'Akira étaient tout simplement trop bonnes, et Jules se sent également fasciné par elle, alors que Saren révèle qu'Akira est le véritable héros avec une dissimulation de niveau max, c'est une grande surprise. Jules est surpris, car seul le premier héros de leur monde possédait une compétence max. Ensuite, alors qu'Akira s'approche de la pièce, Jules s'en va pour laisser Saren seul avec lui. Donnant à Saren un livre des archives du roi, Akira dit qu'il contient des informations plutôt gênantes, qui pourraient causer des problèmes. Saren hoche la tête, confirmant que le livre contient ses plans pour détrôner le roi. Sachant qu'Akira le trouverait, Saren explique qu'il a écrit le livre lui-même et l'a déguisé en livre de cuisine, pour ne pas éveiller les soupçons de quiconque. Il dit à Akira que le roi est un homme horrible qui essaye de contrôler le monde pour son propre bénéfice. Se souvenant du programme du roi, Akira tombe dans ses pensées. Ensuite, Saren lui dit que les chevaliers royaux ont tous leurs problèmes avec le roi, et Akira pense qu'ils essayent de destituer le roi sans trop de violence. C'est une approche prudente. Impressionné par son observation, Saren hoche la tête, et Akira note qu'en tant qu'assassin, il peut facilement éliminer le roi sans que personne ne le remarque. Il révèle qu'il est facilement entré dans le bureau du roi dès son premier jour, mais qu'il n'a pas trouvé la volonté de mettre fin à sa vie, c'était une décision difficile. Saren hoche la tête, disant que ce n'est pas parce qu'il a une classe d'assassin qu'il doit se forcer à prendre la vie d'autrui. Akira pense qu'il ne voudrait pas que sa famille découvre qu'il est un meurtrier, ce serait une terrible révélation pour eux. Alors que Saren est d'accord avec sa décision, Akira se demande pourquoi il lui fait autant confiance. Saren explique qu'il lui fait confiance parce qu'il fait preuve de sagesse et de promesse, comme le jour où il a décidé de ne pas croire la parole du roi au pied de la lettre. C'était une preuve de discernement. Aux yeux de Saren, cela signifie qu'Akira est une personne qui sait gérer les problèmes par elle-même et ne se laisse pas duper si facilement. Devenant silencieux, Akira explique doucement qu'il n'a jamais reçu beaucoup d'attention lorsqu'il était enfant. C'est une triste réalité. Cela trouble Saren, alors Akira lui dit qu'il est la seule personne à l'avoir autant loué. Saren sourit et demande à Akira s'il peut l'aider à détrôner pacifiquement le roi en remerciement de ses éloges. Ce serait une belle façon de le remercier. Akira lui dit qu'il y réfléchira et quitte la pièce. Après un mois complet d'entraînement, Saren annonce aux étudiants qu'ils exploreront le grand labyrinthe de Cantinan. Alors qu'une foule se rassemble autour des guerriers pour un départ, Akira est surpris qu'ils reçoivent autant d'attention, c'est inattendu. Il remarque une fille qui observe de loin et lui demande ce qu'elle fait. La fille se met en colère, disant que leur peuple a tant sacrifié pour invoquer les héros. Akira lui dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, alors elle lui dit qu'ils se reverront une fois qu'il aura appris, c'est une promesse. Ensuite, les héros entrent dans le labyrinthe où ils s'engagent dans une bataille contre des monstres. Un étudiant déclenche un piège, ce qui les expose à des ogres géants. Alors qu'Akira élimine un ogre, il demande à Saren s'il devrait battre en retraite, et il est d'accord, c'est la meilleure option. Pour dégager le chemin de ses étudiants, Saren utilise un sort d'épée divine et élimine tous les monstres bloquant leur passage.
Cependant, lorsqu'ils sortent par la porte, ils trouvent encore plus de monstres qui bloquent le chemin. C'est une situation compliquée. Tsukasa se souvient d'une bombe fumigène que la princesse lui avait donnée pour les urgences et décide de l'utiliser. La bombe élimine les petits monstres, mais de sa fumée, un puissant monstre minotaure apparaît. C'est une menace inattendue. Alors que Jules entre dans la pièce avec les autres, il est choqué par le puissant minotaure à un niveau si bas. Akira se précipite pour attaquer, évite la frappe du minotaure et monte sur son corps avec une agilité impressionnante. Il frappe le corps du monstre, mais sa peau dure brise sa lame en morceaux. Choqué, Akira évite une autre attaque et retourne auprès de Tsukasa, qui se sent trop épuisé pour combattre. C'est une situation difficile pour eux. Tsukasa se sent coupable de ne pas pouvoir combattre, mais Akira lui dit qu'il doit aussi compter sur les autres pour l'aider. Il dit à Tsukasa que les autres étudiants ont également été entraînés au combat, mais Tsukasa commence à paniquer, pensant qu'il est un échec en tant que héros. C'est une lourde charge pour lui. Akira se demande pourquoi Tsukasa agit si étrangement et demande à une mage de dissipation de le soigner. Elle s'avance et utilise son sort, retirant une malédiction démoniaque qui plongeait Tsukasa dans la panique. C'était la cause de son comportement. Tsukasa étant guéri, Akira se tient avec Saren et lui demande s'il peut utiliser une certaine technique. Saren hoche la tête et utilise un éclair pour frapper et étourdir le Minotaure devant les étudiants choqués. C'était une action rapide et efficace. Profitant de cette opportunité, Akira apparaît silencieusement derrière le Minotaure et se prépare à utiliser sa magie d'ombre ultime. La magie d'ombre crée un cercle sombre sous Akira, qui lui ordonne de projeter des vrilles d'obscurité sur le Minotaure avec une puissance redoutable. Le Minotaure secoue les tentacules sombres et balance sa hache pour attaquer, mais les tentacules lui transpercent rapidement le bras. Devant les yeux surpris de Saren, Akira invoque des dizaines de tentacules qui transpercent tout le corps du Minotaure et commence à l'entraîner vers le bas. C'est une scène impressionnante. Akira abaisse lentement sa main et le monstre s'enfonce dans l'obscurité avant de se faire trancher la tête. Une fois le monstre vaincu, Akira halète lourdement d'épuisement. La bataille a été intense et éprouvante pour lui, mais soudain, l'obscurité commence à lutter pour se libérer de son contrôle. Il tombe à genoux sous l'assaut de l'obscurité, mais Saren lui tapote l'épaule pour le calmer. Avec le soutien de son professeur, Akira se calme et scelle les ombres restantes, reprenant le contrôle de la situation. Le voyant épuisé, Saren remarque à quel point le sort d'ombre est lourd, tandis qu'Akira est heureux d'avoir survécu à ce combat dangereux. Ensuite, ils rentrent chez eux, et Saren le remercie d'avoir sauvé tous ses camarades de classe. C'était un acte héroïque. Akira pense qu'il n'aurait pas pu le faire sans son soutien, se rappelant qu'il ne connaissait même pas le sort d'ombre avant que Saren ne le lui enseigne. Saren note que bien que la compétence d'ombre soit très puissante, Akira devrait faire attention à l'utiliser car elle est si difficile à contrôler. C'est un avertissement important. Ensuite, Saren lui donne un katana créé par le premier héros, alors qu'Akira demande pourquoi il n'a pas donné l'arme au héros actuel, Tsukasa. Saren explique que Tsukasa possède déjà une épée sacrée, ce qui rend ce katana superflu pour lui. Il informe également Akira qu'il a volé le katana du coffre du roi, ce qui pourrait attirer une attention indésirable. Malgré l'avertissement, Akira accepte le katana et trouve des mots gravés sur sa lame. C'est une découverte intrigante. En lisant les mots, Akira apprend qu'ils sont un encouragement du premier héros à son successeur. Il sourit, souhaitant pouvoir rencontrer le héros légendaire, et Saren souhaite la même chose. C'est un désir partagé entre eux. En parlant de héros, Akira se souvient soudain de la malédiction de Tsukasa. Alors qu'il se rappelle qu'ils n'ont pas pu retirer la malédiction, peu importe leurs efforts, Saren pense qu'il connaît la source de cette malédiction. C'est une révélation importante. Pendant ce temps, au château, la princesse maudit Tsukasa avec un cristal magique pour qu'il agisse comme un faux héros pour elle. Soudain, un katana la frappe, mais la princesse l'esquive habilement, évitant le coup fatal. Après que l'attaque ait traversé le cristal et brisé la malédiction, la princesse demande l'identité d'Akira. Il pointe son épée vers elle et lui demande pourquoi elle maudit les gens. Alors la princesse explique qu'elle fait tout pour le roi, c'est sa seule motivation. Akira lui demande pourquoi elle est si loyale envers le roi, mais la princesse répète ses mots, montrant qu'elle n'a pas d'esprit propre, il la laisse à ses propres moyens. Pendant que la princesse fouille une étagère, cherchant des cristaux qui contrôlent tous ses étudiants, Akira rapporte cette malédiction à Saren, qui lui demande si la princesse a vu son visage. C'est une question cruciale. Quand Akira hoche la tête, Saren lui dit que la princesse est aussi la marionnette du roi et le prévient de ne plus dormir au palais. Il explique que la princesse peut maudire tout le monde sauf le héros. C'est une information capitale pour sa sécurité. Alors elle essaiera de se débarrasser d'Akira à la place. Alors que Saren dit à Akira que les gardes du palais vont fouiller les lieux de fond en comble pour le chercher, Akira demande à son professeur pourquoi il n'est pas en colère contre lui pour s'être révélé. C'est une question légitime. En réponse, Saren sourit, disant que c'est son travail d'adulte de couvrir l'erreur de son jeune élève. Akira soupire, souhaitant que les adultes de son monde soient aussi responsables que lui, et Saren lui demande de le ramener chez lui s'il peut retourner sur Terre, pensant que ce serait un énorme tracas de faire visiter le monde à Saren. C'est une pensée amusante. Akira change rapidement d'avis. Le lendemain, il se réveille dans un arbre après avoir été dérangé par un bruit. Il descend pour vérifier l'agitation et trouve les étudiants rassemblés autour de quelqu'un. C'est une scène inattendue. Tsukasa est surpris par Akira et lui demande où il était. Alors il explique qu'il dormait simplement.
Akira remarque que Tsukasa agit normalement à nouveau. Mais quand Tsukasa baisse la tête avec tristesse, il réalise que quelque chose ne va pas. C'est une observation perspicace. Akira se précipite plus profondément dans la foule, seulement pour trouver Saren mort sur le sol. Tenant le corps de son professeur, Akira crie de douleur, mais les étudiants l'accusent de l'avoir poignardé avec son propre poignard. C'est une accusation terrible. Akira leur rappelle que son poignard était cassé dans le donjon, mais réalise qu'ils sont contrôlés par la princesse. Tsukasa essaie de défendre Akira, mais le roi le pointe également du doigt, l'accusant d'avoir assassiné le commandant des chevaliers. C'est une situation désespérée. Alors que la princesse sourit à Akira, il réalise qu'il a été piégé et s'échappe rapidement en utilisant un sort de dissimulation. Il se dirige vers Giles, qui l'informe que le roi a envoyé sa propre escouade d'assassins, appelés les Corbeaux Nocturnes, pour éliminer Saren et lui imputer la faute. C'est une machination diabolique. Giles lui dit que Saren a préparé du matériel de voyage pour lui, et Akira part après l'avoir remercié. Après avoir pris l'équipement, Akira quitte le palais, se demandant si son professeur savait que sa fin approchait. C'est une pensée mélancolique. Plus tard dans la nuit, la princesse dit au roi qu'elle a maudit tout le monde sauf Akira. Elle pense qu'ils ont besoin d'une excuse pour déclencher une guerre avec les royaumes de l'Est, et le roi décide d'utiliser les étudiants comme ses pions. C'est une stratégie cruelle. Bien qu'il pense qu'Akira ne peut pas survivre dans la dangereuse nature sauvage, le roi ordonne tout de même à la princesse d'envoyer les corbeaux nocturnes après lui, juste au cas où. Pendant ce temps, Akira se cache dans le labyrinthe, se souvenant du conseil de son professeur d'utiliser le dédale pour se protéger. C'est une bonne tactique. Il se rappelle également que le labyrinthe est un excellent endroit pour améliorer sa classe d'assassin, mais les gens l'évitent généralement à cause du danger. Selon Saren, même le sort de dissimulation d'Akira ne peut le cacher de l'odorat des monstres de niveau supérieur. C'est un défi de taille. Cependant, il peut améliorer son sort de dissimulation pour cacher même son odeur et sa chaleur corporelle afin de rester en sécurité dans les niveaux plus profonds. Avec cette information en tête, il passe ses journées dans le labyrinthe, affrontant prudemment les monstres dangereux, avec une grande détermination. Les conseils de Saren continuent de guider Akira, et il se concentre sur l'atteinte du niveau 100 pour débloquer une compétence spéciale. Tout en poursuivant son entraînement, il s'enfonce plus profondément dans le labyrinthe jusqu'à ce qu'il rencontre un niveau de boss. C'est un grand défi. Sachant que ce sera une bataille à mort, Akira entre dans la salle du boss, où une chimère féroce l'attend. La chimère bondit immédiatement sur Akira, qui esquive de justesse ses attaques, avec une agilité remarquable. Ensuite, la queue de la chimère lui tire du poison, ce qui distrait Akira, lui donnant la chance de le piéger sous son pied. Se sentant écrasé par le poids lourd du monstre, Akira refuse d'abandonner, voulant venger son professeur coûte que coûte. Alors que la chimère le repousse d'un coup de patte, Akira décide de tout donner, c'est sa dernière chance. Il active sa puissante magie d'ombre qui capture le monstre avec ses tentacules. Les tentacules anéantissent le corps de la chimère, le déchirant en morceaux. Alors qu'Akira gît sur le sol, épuisé par le combat, son ombre active automatiquement une magie de guérison pour restaurer sa santé. C'est un mécanisme de survie. De retour au palais, Tsukasa essaye de convaincre ses camarades de classe de combattre le seigneur démon avec lui. Comme aucun d'entre eux ne propose d'aider, il réalise qu'ils sont tous sous le contrôle de la princesse. C'est une triste vérité qu'il découvre. Cependant, quand Asaina propose de le rejoindre de manière inattendue, quelques autres étudiants trouvent également le courage de l'accompagner. Après qu'ils aient tous quitté le palais, Tsukasa demande aux autres pourquoi ils le suivent malgré la malédiction de la princesse. C'est une question pertinente. La mage de dissipation Yuki lui dit qu'elle peut sentir qu'aucun des étudiants ici n'est maudit pour le moment. Asaina explique également qu'une nuit, il a été contrôlé par quelqu'un pour couper les cristaux de malédiction de la princesse, après quoi il a trouvé un katana, et tout le monde a été libéré du contrôle mental. C'était un événement crucial. Pendant que les étudiants discutent de leur plan, Giles attend sur un toit, se rappelant que c'est lui qui a utilisé sa compétence de soumission pour prendre le contrôle de l'esprit d'Asaina et libérer quelques-uns d'entre eux de la malédiction. C'était une intervention discrète, mais efficace. Alors que Giles souhaite bonne chance aux étudiants, Asaina pense qu'il devrait trouver Akira pour en apprendre davantage sur les véritables plans de la famille royale. En pensant à la nature silencieuse d'Akira, Asaina regrette de ne pas l'avoir défendu au palais royal. C'est un remords sincère. Pendant ce temps, dans le donjon, Akira rêve d'un souvenir de la Terre quand Asaina l'a trouvé travaillant sur un chantier de construction. Après qu'Akira lui ait demandé de garder son travail secret de sa sœur, il a appris qu'Asaina a aussi une sœur cadette nommée Keika. C'est une coïncidence intéressante. Une fois qu'Akira se réveille de son rêve, il découvre que l'expérience du combat contre le boss a amélioré ses statistiques. Il est choqué de voir sa barre de vie entièrement remplie et constate que sa compétence d'ombre a gagné 2 niveaux en une seule utilisation. Avec le long chemin qui l'attend, Akira décide de ne pas trop s'attarder sur cette expérience et s'enfonce plus profondément dans le donjon. À l'intérieur, il rencontre une gelée. Akira est donc surpris de trouver un monstre aussi faible à un niveau si avancé. Il élimine facilement la gelée, mais son corps fondu révèle une jeune elfe qui était piégée à l'intérieur. En regardant la jeune fille, Akira décide d'utiliser sa compétence œil du monde étrange, mais celle-ci lui montre des scènes terrifiantes. Il désactive rapidement la compétence et se fait une note mentale de ne jamais l'utiliser, sauf en cas d'absolue nécessité. Non loin de là, la jeune elfe se réveille de son sommeil.
Akira lui demande si elle va bien, et elle hoche la tête, ses yeux brillant d'une étrange couleur. Sachant que sa santé est tombée à moins de 2%, Akira décide de ne pas l'interroger, et réalise qu'elle peut aussi utiliser la compétence œil du monde. Quand la jeune fille lui demande où il se trouve, Akira l'informe qu'ils sont au 75e étage du labyrinthe. Elle lui demande ce qu'il fait dans ce dangereux donjon. Alors Akira lui répond qu'il essaie de monter de niveau. Cependant, la jeune fille s'effondre dans ses bras avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit d'autre. Remarquant qu'elle a une forte fièvre, Akira l'emmène dans un endroit sûr du donjon pour qu'elle se repose. Après un certain temps, l'elfe se réveille au son de son propre estomac affamé, et Akira rit doucement. Il lui donne de l'eau à boire et lui dit de se reposer pour sa fièvre. Mais la jeune fille affirme qu'elle ne peut pas dormir le ventre vide. Entendant sa plainte, Akira sort de la bouillie chaude, et elle l'avale rapidement. Voyant son appétit, il pense qu'elle se remettra de sa fièvre en un rien de temps. La jeune elfe est surprise, se demandant si Akira sait comment prendre soin des malades. Il révèle que sa mère tombait souvent malade, il a donc appris à s'occuper des personnes souffrantes. Ensuite, la jeune fille remarque une gravure sur les murs du donjon. Akira explique alors qu'il a marqué tous les étages du donjon pour pouvoir les suivre. Elle lui demande pourquoi il est descendu au 69e niveau depuis le 75e. Akira lui dit alors que c'était la source d'eau la plus proche d'eux, réalisant qu'il l'avait porté jusqu'à l'étage inférieur. La jeune fille se demande s'il l'a touché, et il fait taire ses pensées intrusives. Ensuite, elle se rallonge pour se reposer et révèle qu'elle est de la royauté elfe. Akira lui dit qu'il le savait déjà après avoir utilisé la compétence œil du monde, et l'elfe lui confie que personne ne l'a jamais traité avec une telle gentillesse auparavant. Alors qu'elle s'endort, Akira utilise un sort de détection de danger pour les protéger et ferme les yeux pour dormir. Une fois qu'il est endormi, la jeune fille se retourne et lui sourit, se sentant réchauffée par sa gentillesse. Ensuite, ils explorent le donjon ensemble et descendent jusqu'au niveau 80. Alors que la jeune elfe aide Akira dans ses combats, il lui demande pourquoi elle le suit toujours. Elle explique que sa destination est également plus bas dans le donjon, alors Akira la prévient d'être prudente. La jeune fille lui rappelle que même si elle n'est pas une héroïne, elle est tout de même assez forte pour se protéger. Alors qu'ils entrent ensemble dans l'étage d'un boss, un dragon bleu leur tire un rayon d'énergie. Akira utilise dissimulation pour se cacher, tandis que la jeune fille utilise un sort de gravité pour faire tomber le dragon des airs. Cependant, le dragon détecte Akira grâce à son mana et le repousse d'un coup de griffe. L'elfe avertit Akira à propos de son mana et lui dit de le cacher, mais il sait que c'est trop difficile pour lui. Alors que le dragon charge à toute vitesse sur lui, Akira déchaîne une main d'ombre qui étourdit la bête. Il saisit cette chance pour poignarder l'œil du dragon, et la créature rugit de douleur avant de tomber sans vie au sol. L'elfe choqué lui demande comment il a utilisé le sort d'ombre. Akira lui explique alors que, puisqu'il ne peut pas cacher son mana dans les environs, il l'a simplement libéré entièrement en une seule attaque puissante. Elle est encore plus choquée qu'il puisse manier une telle puissance. Mais soudain, le corps du dragon commence à briller devant leurs yeux. Une fois la lueur disparue, Akira est surpris de voir un chat endormi étendu sur le sol. La jeune elfe, Amelia, explique que cette créature est connue sous le nom de chat noir et qu'elle a en fait utilisé une compétence de métamorphose pour se transformer en dragon. Surpris qu'elle sache cela, Akira se demande si elle a obtenu cette information grâce à ses yeux du monde. Elle hoche la tête et lui demande pourquoi il n'utilise pas les siens, alors il répond qu'il ne peut pas encore contrôler ce pouvoir. Akira pense que son niveau est trop bas pour utiliser la compétence œil du monde, mais Emilia lui dit qu'il ne fait que rejeter cette puissance. Soudain, le chat noir se réveille, embarrassé d'avoir perdu face à une bande de gamins. Akira est surpris que le chat puisse parler, car il ignorait que les créatures des étages pouvaient posséder une telle intelligence, mais le chat révèle fièrement qu'il est une bête supérieure créée par le seigneur démon. Tous deux réalisent qu'ils ont affaire à un narcissique, mais le chat les ignore. Le voyant se vanter si arrogamment, Akira tire sa dague et rappelle au chat qu'il est trop blessé pour bouger. Le chat répond calmement qu'Akira peut faire ce qu'il veut. Mais avant qu'il ne le fasse, il a un message du seigneur démon. Le chat révèle que le seigneur démon l'a invité à Volcan, sur le continent des démons. Akira se demande pourquoi le seigneur démon s'intéresse à lui. Il demande au chat si le seigneur démon connaît ses origines, mais le chat secoue la tête, affirmant que son maître est un homme mystérieux. Après avoir délivré le message, le chat se couche et dit à Akira de l'achever. Quand Akira refuse, il insiste à nouveau. Le chat noir lui rappelle que les démons et les humains sont des ennemis mortels, mais Akira répond qu'il n'est pas intéressé par cette rivalité. Se souvenant du roi humain traître, il sait que quelque chose cloche avec cette haine entre humains et démons. Cependant, Amelia lui rappelle que s'il ne se débarrasse pas du boss du donjon, la porte ne s'ouvrira pas et ils ne pourront donc pas progresser. D'accord avec elle, le chat noir demande à Akira pourquoi il met tant de temps à le tuer.
En réponse, il avoue qu'il est simplement un amoureux des chats, ce qui laisse le monstre complètement sans voix. Akira est ravi d'avoir un chat de compagnie parlant, mais le chat noir lui rappelle qu'il mourra de faim s'il reste bloqué à l'étage du boss. Akira se demande s'il n'y a vraiment aucun moyen de progresser sans tuer le chat, alors Amelia pense qu'il y a une chose qu'ils peuvent tenter. Elle explique que s'il prend le chat comme familier, le donjon cessera de le considérer comme un boss et leur ouvrira la porte de l'étage. Entendant cela, le chat noir pense qu'il est impossible qu'Akira ait suffisamment de contrôle magique pour effectuer le rituel du contrat de sang. Cependant, Emilia lui rappelle qu'Akira vient d'exécuter le difficile sort d'ombre avec une grande maîtrise. Il a donc certainement la compétence pour y arriver. Akira se demande ce qui se passerait s'il échouait d'une manière ou d'une autre, et Emilia lui dit que lui et le chat pourraient mourir. Malgré le danger, Akira décide de procéder au rituel, et le chat l'autorise à le faire. Ne se souciant pas de perdre sa vie, Akira est irrité par son comportement désinvolte et lui demande pourquoi il ne se soucie pas de sa propre existence. Le chat répond qu'il a vécu trop longtemps, et Akira demande à Emilia d'expliquer comment commencer le rituel. Après qu'Emilia lui ait expliqué qu'il doit commencer par nommer le chat, Akira réfléchit un instant et décide de l'appeler Nuit, inspiré par sa fourrure noire. Le nom laisse le chat momentanément silencieux. Akira prend ensuite sa patte pour commencer le rituel. Tandis qu'Emilia observe avec inquiétude, un doux champ de mana entoure Akira, qui se retrouve perdu dans une mer profonde. Soudain, le décor change, et il est projeté dans une ville en flammes, où il voit Nuit rugir sur un toit. Nuit détruit un bâtiment, libérant de gros morceaux de décombres qui ensevelissent des personnes innocentes. Cela met Akira en rage, qui crie à Nuit d'arrêter, mais celui-ci se retourne pour l'attaquer. Akira bloque l'attaque, mais Nuit parvient tout de même à le blesser. Nuit grogne et dit à Akira de le tuer, sinon il mettra fin à sa vie complètement. Nuit lance une autre attaque, qu'Akira évite en sautant, mais le chat lui assène un puissant coup de patte au visage, le repoussant. Dans le monde réel, Akira recule sous le coup, inquiétant Emilia encore davantage. De retour dans le monde des âmes, Akira devient sérieux et lance une dague sur Nuit, qui apprécie cette réponse positive. Nuit appelle Akira à s'approcher et à le tuer. Puis il saute pour mettre fin au combat. Cependant, alors que Nuit étend ses griffes pour attaquer, Akira tombe sur lui et se fait empaler sans aucune résistance. Cela laisse Nuit complètement choqué, et Akira déclare que quoi qu'il arrive, il ne le tuera pas. Akira souligne que Nuit n'aime pas non plus prendre des vies innocentes, mais Nuit prétend qu'en tant que monstre, c'est dans son sang de tuer des humains innocents. Sachant que même le chat est fatigué de la violence insensée, Akira dit que tant que Nuit le suivra, il n'aura plus jamais à tuer des innocents et pourra ainsi vivre sans culpabilité. Ces mots réconfortants dissolvent le souvenir douloureux de la ville en flammes et Nuit s'unit à Akira en paix. Une fois le rituel terminé, Akira se réveille dans le monde réel et pose sa main sur le corps de Nuit. Un nouveau symbole brille sur sa main et transforme la marque sur le corps du chat pour lui ressembler. Voyant cela, Amelia est soulagée que le pacte ait été mené à bien. Après que le chat se soit réveillé, il dit à Akira qu'il le suivra pour voir jusqu'où il peut aller. Akira hoche la tête et se présente comme son maître, et le chat accepte gracieusement son nouveau nom de chevalier. Une fois que Chevalier accepte son nom, Amelia le salue également, et il la reconnaît comme la compagne de son maître. Bientôt, le sol du donjon commence à briller, et un cercle magique apparaît sur le sol. Nuit explique que, puisqu'il n'est plus le boss, le donjon a créé une sortie d'étage. Cependant, Akira refuse de sortir pour l'instant, car Nuit est encore épuisé par leur combat. Voyant qu'ils vont rester à l'étage du boss, Amelia s'enthousiasme et décide d'avoir une discussion amicale pour que tout le monde puisse mieux se connaître. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, Tsukasa et les autres arrivent dans une ville appelée Yamato, qui a été créée par le premier héros de ce monde. Voyant l'esthétique japonaise traditionnelle, le groupe de Tsukasa a hâte d'explorer cette culture exotique. Après s'être habillé de magnifiques kimonos, le groupe s'installe pour manger de la nourriture japonaise. Une fois qu'ils sont installés, Tsukasa devient sérieux et commence à se remémorer leur mission. Il souligne qu'il manque de fonds, alors l'un d'eux suggère de rejoindre la guilde des aventuriers pour accepter des quêtes. Ensuite, Tsukasa dit à ses amis de se procurer des livres afin qu'ils puissent commencer à chercher plus d'informations sur ce nouveau monde. Daisuke se demande s'ils peuvent trouver un moyen de rentrer chez eux, mais Tsukasa pense que le moyen le plus rapide de rentrer pourrait vraiment être de vaincre le Seigneur Démon. Asaina se demande pourquoi il est si confiant, alors Tsukasa explique que le roi devrait connaître le moyen de les renvoyer, puisque c'est lui qui les a invoqués en premier lieu. Shiori rappelle également que le reste de leur classe est toujours au palais, ils devront donc y retourner pour négocier avec eux de toute façon.
hoche la tête, Tsukasa dit qu'ils partiront pour le continent des démons après avoir obtenu toutes les informations et l'argent dont ils ont besoin, mais Asaina pense qu'il devrait rester à Yamato un certain temps. Il explique que sa compétence d'intuition détecte qu'Akira est bien plus fort que tous, ils doivent donc le trouver et obtenir son aide. Le reste des étudiants est d'accord avec Asaina, mais Daisuke soupçonne toujours Akira d'avoir assassiné Seren. Asaina lui rappelle que leurs souvenirs ont été altérés par la magie du roi, et Yuki se demande si un loup solitaire comme Akira les aiderait vraiment. Shuri demande à Tsukasa s'il est d'accord avec le plan d'Asaina, et il tombe dans ses pensées. Tsukasa souligne que si Akira est certainement le plus fort de leur groupe, il est si oublieux qu'il ne se souvient même pas de Tsukasa. Bien qu'il soit son camarade de classe depuis la maternelle, Asaina est également d'accord pour dire qu'Akira n'est pas quelqu'un de très amical. Tsukasa pense qu'avec le vaste écart de pouvoir entre eux et Akira, il n'écouterait jamais ce qu'ils disent. À ses yeux, il devrait d'abord devenir aussi fort qu'Akira avant de le trouver. Tsukasa décide donc de rester à Yamato jusqu'à ce qu'il devienne plus fort que les monstres de la zone environnante. Après que tout le monde soit d'accord avec son plan raisonnable, Tsukasa commence leur mission. De retour dans le donjon, Amelia se souvient avoir été pourchassée par son propre peuple. Après que sa petite sœur l'ait chassée de son pays, Amelia est tombée dans un lac, après quoi elle a échoué sur le rivage et a été avalée par une gelée noire. Nui se demande comment elle a survécu à l'intérieur de la gelée. Puisqu'ils digèrent habituellement leur proie, Amelia s'en moque car elle est juste heureuse d'être en vie. Akira pense qu'elle devrait essayer de rentrer chez elle, mais elle n'est pas sûre que quelqu'un l'accueillerait. La voyant si peu sûre d'elle, il lui dit que être sa sœur l'écouterait malgré leur mauvaise entente. En pensant à sa famille, il sourit, se souvenant de sa propre petite sœur, nommée Yui. Un jour, Akira lui avait acheté un nouveau téléphone car le sien avait un écran fissuré. Yui se sentait coupable que son frère doive travailler si dur pour elle, mais leur mère a dit à Yui d'accepter le cadeau de son frère, puisqu'il l'aimait tant. Entendant les mots de sa mère malade, Yui a finalement accepté le cadeau d'Akira, et il soupire en terminant l'histoire. Nui est curieux de savoir si Akira veut rentrer chez lui pour voir sa famille, et il hoche la tête. Cependant, Akira révèle qu'il a quelque chose qu'il doit faire dans ce monde avant de pouvoir rentrer. Il explique que dans sa vie antérieure, il a toujours été un solitaire qui passait inaperçu. Une fois qu'il a eu le patin à glace, Akira a trouvé tout à fait normal d'obtenir la compétence dissimulation. D'une manière ou d'une autre, le capitaine Saren l'a facilement repéré et lui a appris à utiliser ses pouvoirs pour survivre dans ce monde étranger. Se souvenant comment Saren avait été assassiné de sang-froid par une bande de vauriens juste pour le piéger, l'aura d'Akira brille d'une rage intense. Submergé par la fureur, il déclare qu'il ne rentrera jamais chez lui avant d'avoir vengé Saren, mais Emilia le sort de ses pensées. Nui lui rappelle de garder sa soif de sang sous contrôle et lui demande s'il parle du célèbre commandant Saren. Akira hoche la tête et sort soudainement un gant lâche, que Nui essaye d'attraper. Nui est confus par ses actions, alors il dit qu'il devrait détendre l'atmosphère en jouant ensemble. Nui lui rappelle de prendre les choses au sérieux puisque leurs âmes sont liées. Donc, si l'un d'eux perd la vie, l'autre la perdrait aussi. Akira hoche la tête, mais note que puisqu'ils peuvent utiliser la télépathie, peu importe la distance qui les sépare, cela en vaut la peine. Une fois qu'ils sont tous reposés, Akira décide de partir. Il demande à Nui où mène la sortie de l'étage, mais Nui ne le sait pas non plus. Akira apprend que seuls quelques démons savent créer des cercles magiques, alors il décide de rendre visite au Seigneur Démon après s'être vengé pour obtenir son propre cercle de téléportation. En voyant le cercle de téléportation, Amelia mentionne une rumeur selon laquelle certains cercles magiques peuvent transporter les gens à l'endroit où l'un d'eux désire le plus ardemment aller. Après avoir entendu cela, Akira réalise qu'ils se retrouveront dans un endroit aléatoire, mais Amelia dit qu'elle sera heureuse tant qu'elle sera avec lui. Akira est surpris, et il s'avance sur le cercle. Bien qu'il pense à rentrer chez lui auprès de sa famille, il décide de ne pas partir avant d'avoir terminé ses affaires dans ce monde étranger. Une fois le cercle de téléportation activé, le groupe se retrouve devant l'arbre sacré du continent des elfes. À la grande surprise d'Emilia, Akira est agréablement surpris d'être dans la patrie des elfes, mais Emilia est anxieuse car elle n'était pas encore prête à rentrer chez elle. Soudain, un archer lui tire une flèche, mais Akira s'interpose pour la protéger. Ensuite, il sort sa dague et dévie une autre flèche avant de se placer instantanément derrière l'elfe. Alors qu'Emilia court vers Akira, elle le trouve tenant un soldat elfe nommé Liam. Malgré la position dangereuse, Liam commence à aboyer à Emilia de quitter cette terre, alors Akira l'assomme. Elle le remercie de l'avoir protégé. Mais Akira remarque que le reste des elfes les a déjà encerclés. Alors que les archers elfes pointent leurs flèches sur le groupe, la petite sœur d'Emilia, nommée Kilika, sort. La traitant de traîtresse, Kilika menace arrogamment sa sœur, disant qu'elle n'aurait jamais dû la toucher en étant une enfant de la flétrissure.
et Akira réalise que les choses sont sur le point de s'enflammer. Avant que cela n'arrive, Emilia se promenait dans son jardin, accompagnée d'une troupe entière de soldats elfes la gardant. La princesse se sentait mal à l'aise avec toute cette attention, mais l'un des gardes lui rappela que sa sécurité était de la plus haute importance. À proximité, elle observait sa sœur, Kilika, s'entraîner au combat avec les autres soldats elfes, les battant sans effort avec élégance. Tandis qu'Emilia admirait les compétences de sa jeune sœur, un garde lui rappela gentiment que, quoi qu'il arrive, elle hériterait toujours de la couronne en tant que sœur aînée. Un jour, Liam demanda à Emilia d'annuler leur fiançailles, mais elle lui dit qu'elle ne pouvait pas prendre cette décision seule. Il devrait d'abord parler à son père. Soudain, Kilika apparut et dit froidement à Amelia que Liam ne voulait pas l'épouser parce qu'elle était une enfant maudite de la flétrissure. Cette nuit-là, Kilika rassembla les soldats pour traquer Emilia, l'accusant d'être une traîtresse pour avoir tenté de devenir reine tout en étant maudite. Alors que Liam déclara que les enfants de la flétrissure ne méritaient pas le trône, tous les elfes pointèrent leurs arcs sur Emilia. Tout comme aujourd'hui où elle se retrouve une fois de plus encerclée, Kilika dit arrogamment à Emilia qu'elle n'est pas la bienvenue, mais Akira s'avance avec un sourire calme. Il demande à Kilika quelle preuve elle a pour accuser sa sœur d'être une criminelle. En réponse, elle lui montre son bras violet, affirmant qu'Emilia l'a délibérément empoisonnée en prétendant que c'était une potion de guérison. Elle mérite donc la mort en tant que traîtresse. Emilia dit qu'elle lui a juste donné une potion normale, mais Kilika prétend que sa sœur ment. Alors qu'Emilia se tait, Kilika s'approche d'Akira, disant qu'elle est contente qu'il lui ait ramené la traîtresse. Quand elle est assez proche, elle active l'une de ses compétences. Emilia réalise instantanément ce que sa sœur essaye de faire et avertit Akira de fermer les yeux. Mais il est déjà trop tard. Kilika a utilisé sa compétence hypnotisme pour prendre le contrôle du cœur d'Akira, ce qui signifie que le seul ami d'Amelia lui a maintenant été volé. Elle dit fermement à Kilika d'annuler sa compétence et de s'excuser auprès d'Akira, pensant qu'il mérite le droit de choisir par lui-même. Kilika est contrariée car c'est la première fois que sa sœur la remet à sa place. Juste à ce moment-là, Akira dit calmement aux jeunes filles qu'il va bien, expliquant que le sort de contrôle mental n'a pas fonctionné sur lui. Kilika se demande pourquoi son sort a échoué, alors Nui lui dit qu'elle est juste trop faible pour contrôler Akira. Elle n'arrive pas à croire qu'Akira puisse être plus fort qu'elle, mais il est déjà lassé de l'arrogance de Kilika. Il lui ordonne de laver le nom d'Amelia de toutes les fausses accusations qu'elle a portées contre elle. Alors qu'Akira souligne qu'Amelia ne s'abaisserait jamais à de sales tours, Kilika se met en colère et ordonne à ses soldats de le viser. Prête à combattre, Akira commence à invoquer son ombre, mais soudain, le roi elfe arrête ses soldats. Le roi demande à Kilika ce qu'elle fait, alors l'un des elfes commence à expliquer qu'Emilia est revenue. Cependant, il est réduit au silence par le roi, qui reste concentré sur sa fille. Kilika se sent nerveuse car elle pensait que son père ne reviendrait pas de sitôt, mais il révèle qu'il est rentré plus tôt pour une affaire importante. Alors qu'il répète sa question, Kilika recule de peur et le reste de ses soldats commence à dire au roi que c'est la faute d'Emilia. Le roi voit facilement à travers eux, sachant que Kilika les contrôle mentalement. Il lui dit d'attendre sa punition, puis s'approche de sa fille aînée. Le roi s'excuse auprès d'Emilia pour la conduite de sa sœur et promet de la discipliner. Ensuite, il se tourne vers Akira et lui demande de quitter le royaume sans tarder. Emilia explique à son père qu'Akira l'a sauvée dans le donjon et l'a ramenée à la maison. Mais il lui rappelle que les autres races n'ont pas le droit de rester sur leur terre. En entendant cela, elle décide de partir avec Akira. Mais le roi entre dans une colère noire, affirmant que c'est son devoir d'être la future souveraine de la race elfe. Akira intervient, déclarant qu'Emilia mérite de faire son propre choix. Le roi le met en garde de ne pas se mêler de leurs affaires, alors Akira lui rappelle qu'il n'est pas obligé de suivre ses ordres, et qu'il est libre de ses mouvements. Akira avertit alors le roi qu'il l'endormira s'il continue de faire pression sur Emilia. À ce moment-là, le roi réalise que Liam a été vaincu par Akira, et comprend qu'il n'est pas un adversaire facile à prendre à la légère. Décidant de régler les choses une bonne fois pour toutes, le roi propose un duel. Cependant, il annonce que Kiliko combattra à sa place et informe Akira que le duel aura lieu sous l'arbre sacré, comme le veut la tradition elfique ancestrale. Alors qu'Akira se dirige vers l'arbre, il demande à Emilia ce qu'est un enfant de la flétrissure. Elle lui explique qu'il existe une superstition elfe selon laquelle chaque fois que des jumeaux elfes naissent, l'enfant qui est différent de ses parents apporterait une énorme calamité à leur race. Knight remarque que ces rumeurs ne sont que des superstitions sans fondement. Surprise que Kilika ait utilisé la couleur différente des yeux et des cheveux d'Emilia pour monter les elfes contre elle. Alors que Knight se plaint du traitement brutal de Kilika, Akira dit à Emilia que ses cheveux et ses yeux étranges sont magnifiques. Une fois arrivé à l'arbre sacré, Akira dit à Knight qu'il n'utilisera pas son sort de dissimulation, car il veut que tous les elfes le voient détruire leurs combattants. Emilia le met en garde, disant que Kilika est le plus fort épéiste des elfes, et qu'il ne faut pas la sous-estimer.
Akira remarque à quel point elle fait l'éloge de sa sœur et se retourne pour l'affronter au combat. Alors que le roi elfe ordonne à Kilika de se préparer, elle tire son épée contre Akira. Il ne prend même pas la peine de dégainer son épée au préalable, ce qui agace Kilika au plus haut point. Pendant ce temps, Akira remercie Emilia de s'être mise en colère pour lui, et lui dit qu'il la libérera des contraintes de la race elfe. Bientôt, le roi elfe lance le combat, et Kilika fait le premier mouvement, avec une détermination farouche. Alors qu'elle attaque Akira avec des coups rapides, il évite tous ses mouvements avec une facilité déconcertante. Il reconnaît que Kilika est forte, mais il traverse facilement ses attaques. En un instant, il esquive l'un de ses coups et la repousse avec force. Knight voit que son maître a le dessus dans cette bataille. Akira lui dit d'abandonner, ce qui l'enrage encore plus, et elle charge son épée d'un sort de vent et la lance vers lui avec une puissance dévastatrice. La tornade verte s'abat sur l'épée d'Akira, le forçant à esquiver l'attaque. Knight est surprise que Kilika puisse utiliser la magie de Buff, alors Emilia lui dit que c'est le sort original de Kilika, une technique unique et puissante. Alors que Kilika continue d'attaquer, Akira remarque que ses yeux semblent tristes. Elle nie ressentir la moindre tristesse et continue de l'attaquer. Alors Akira se glisse sous ses coups et la fait tomber, la déséquilibrant complètement. Cette fois, Akira lui met son épée à la gorge, mais Kilika refuse toujours d'abandonner, affirmant qu'Emilia lui a tout pris. Elle l'attaque à nouveau, le repoussant avec sa puissante énergie, une force inattendue. Puisque l'énergie se répand sur les spectateurs, Akira ordonne à Knight de protéger Emilia. Pendant ce temps, Kilika affirme qu'Emilia lui a tout pris, se remémorant son enfance avec une profonde amertume. À l'époque, les sœurs s'entendaient à merveille, mais lorsque leur père découvrit qu'Emilia possédait la classe légendaire de médium spirituel, le roi décida immédiatement de faire d'elle sa successeur, sans hésitation. Après ce jour, tout le monde commença à choyer Emilia, laissant Kilika complètement de côté. Se souvenant de ces jours douloureux, Kilika devient folle de rage. Mais juste à ce moment-là, Liam donne à Amelia un objet spécial pour aider sa sœur. Après avoir accepté l'objet, elle invoque une brindille magique de l'arbre et la libère dans le ciel. La brindille comprime son énergie magique avant d'éclater, libérant une lueur purificatrice qui retire le sort de Kilika de tous les soldats elfes sous contrôle mental. Alors qu'elle réalise que son sort échoue, Kilika se met à pleurer et blâme encore une fois sa sœur aînée. Elle lance une puissante attaque vers Akira, qui réalise que les personnes derrière lui perdront la vie s'il l'esquive. Un dilemme terrible. Finalement, il décide d'utiliser sa magie de l'ombre et ouvre un portail de ténèbres qui crée plusieurs mains d'ombre. Les mains commencent à dévorer l'énergie de Kilika, mais elle continue de lutter pour repousser Akira avec une force désespérée. Après avoir maîtrisé Kilika, les ombres commencent à dévorer son corps, alors Akira les redirige vers lui-même. Quand les ombres reviennent, Akira ressent une étrange aura émanant de son corps, mais Kilika le charge à nouveau sans relâche. Après avoir bloqué son attaque, il la met à terre. Faisant tomber l'épée de ses mains, Akira s'approche de Kilika, disant qu'il est impossible que tout le monde ignore une fille talentueuse comme elle. Kilika ricane, pensant qu'elle est si faible que même Liam s'est libéré de son sort d'hypnose. Cependant, il révèle qu'il n'a jamais été contrôlé mentalement en premier lieu et explique la situation à Kilika. Son père arrive également, s'excusant de l'avoir négligé. Avec un air contrit, il l'informe que c'est lui qui lui a pris quelque chose. Il a effacé ses souvenirs d'enfance et utilise maintenant son pouvoir pour les restaurer. Dans ses rêves, Kilika se souvient s'être entraînée de son mieux pour devenir plus forte avec Liam. Cependant, elle n'a jamais eu l'impression d'être assez forte. Alors elle s'est enfoncée profondément dans un donjon pour un entraînement spécial. Un jour, Kilika rencontra une figure louche qui lui donna un orbe pour invoquer de puissants monstres qui l'aideraient à monter de niveau plus rapidement. La jeune fille innocente emporta l'orbe dans le labyrinthe où elle l'utilisa pour libérer ses monstres d'entraînement. Cependant, les monstres étaient trop puissants pour elle. Alors elle fut forcée de s'échapper. D'une manière ou d'une autre, les monstres la suivirent hors du labyrinthe, alors Kilika décida de les combattre pour protéger son peuple. Alors qu'elle combattait vaillamment, les soldats elfes entendirent rapidement parler de l'incident des monstres et menèrent une troupe pour la retrouver. Cependant, lorsque Liam s'approcha de Kilika, l'un des monstres se faufila derrière lui et lui transperça l'estomac. Devant les sœurs, Liam s'effondra, mort. Tandis que la figure louche riait de la tragédie qu'elle avait causée, le père de Kilika explique que, comme elle avait le cœur brisé par la mort de Liam, il avait utilisé un sort pour effacer ses souvenirs de cet incident. Ensuite, Emilia a éveillé sa magie légendaire de médium spirituel et a créé deux nouveaux sorts, la gravité et la résurrection. En utilisant une technique spéciale, elle a pu faire revivre Liam, un exploit incroyable. Ainsi, Kilika n'a même jamais réalisé qu'il était mort. Une fois Liam revenu, tous les autres ont commencé à traiter Kilika différemment pour lui cacher la vérité, ce qui l'a amené à se sentir isolé. Le roi se sent coupable que, dans ses efforts pour la protéger, il ait fini par l'isoler et la blesser. Cependant, il pense qu'elle est maintenant assez forte pour gérer la vérité, tandis qu'Akira réalise qu'il n'a été utilisé que comme un outil pour éveiller la force de Kilika et lui révéler la vérité, un rôle inattendu.
Juste à ce moment-là, Liam s'excuse également auprès de Kilika d'avoir fait semblant d'être hypnotisé, disant qu'il essayait juste de la séparer de sa sœur aînée afin que leur haine ne s'aggrave pas davantage. Le roi explique que le corps de Liam a fusionné avec une feuille de leur arbre sacré, il est donc devenu immunisé contre son contrôle mental. Il s'excuse de ne pas avoir pu empêcher l'exil de sa sœur, tandis que Kilika se sent coupable d'être devenu l'ennemi de sa sœur bien-aimée. Cependant, Amelia la réconforte, disant qu'elle savait que Kilika avait toujours eu un cœur bon. Aux yeux d'Amelia, sa sœur est une fille forte qui fait toujours de son mieux pour gagner en force et aider les autres, avec une détermination sans faille. En entendant ses pensées, Kilika éclate en sanglots et serre sa sœur dans ses bras. Tandis que tout le monde se précipite pour l'aider avec ses blessures, Akira observe Kilika devenir le centre d'attention, remarquant que Liam lui a même avoué ses sentiments dans tout ce chaos. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, le roi offre une fête de bienvenue à Akira, qui demande si Emilia est libre de partir. Le roi hoche la tête avant de lui demander où il ira ensuite. Akira lui dit qu'il explorera le continent des hommes bêtes puisque Knight a mentionné qu'ils y ont des armes de bonne qualité. Pendant ce temps, ailleurs en mer, Asaina et les autres partent pour leur voyage. Comme ils en avaient assez d'attendre Akira, leur groupe a décidé de se rendre sur le continent des hommes bêtes pour y faire améliorer leurs armes, sans plus attendre. De retour dans la forêt elfique, Kilika souhaite bonne chance à sa sœur avant qu'elle ne parte. Akira dit au revoir à Liam, qui lui dit de bien prendre soin d'Emilia. Il hoche la tête, mais rappelle à Liam de se concentrer aussi sur la fille à ses côtés. Le roi elfe intervient, disant que Liam a déjà clairement exprimé ses sentiments pour Kilika. C'est donc à elle de décider si elle veut l'épouser. Tandis que les deux se regardent, le roi elfe propose d'escorter Akira et Emilia jusqu'au port maritime. Akira se demande pourquoi ils ont besoin de tant de protection. Alors, le roi explique que des bandits ont kidnappé des voyageurs en route vers la mer. Le roi révèle également qu'il était rentré tôt dans son pays juste pour s'occuper de ces bandits, une affaire urgente. Même si Emilia pense qu'elle ira bien avec la protection d'Akira, le roi s'inquiète toujours pour elle. Pensant que le roi les accompagne, Kilika décide d'y aller aussi, et le reste des elfes la rejoignent, formant un grand groupe. Naturellement, Akira refuse de laisser un groupe aussi gigantesque les accompagner. Alors qu'Akira et Emilia partent en calèche, ils se demandent pourquoi Knight était si silencieux tout le temps. Knight explique que personne n'aime les démons, alors il ne voulait juste pas attirer d'ennui. Akira est surpris que Knight soit si prévenant envers eux, et demande si le Seigneur Démon sera contrarié par ses actions. Knight hoche la tête et explique que le Seigneur Démon est connecté à lui, et peut voir tout ce qui se passe autour de lui grâce à ce lien. Cependant, il permet toujours à Knight d'agir indépendamment, afin qu'il puisse aider Akira autant qu'il le souhaite. Akira dit que Knight peut aider le Seigneur Démon s'il finit par le combattre, mais Knight reste silencieux, pensif. Ensuite, Knight explique que le Seigneur Démon s'intéresse à Akira, donc il n'a pas besoin d'agir contre lui. Amelia pense que le Seigneur Démon pourrait vouloir avoir de bonnes relations avec Akira, et Knight est d'accord, c'est une possibilité. Il souligne que le Seigneur Démon a vu la magie de l'ombre unique d'Akira lors de sa bataille avec Kilika. Il s'avère que la magie de l'ombre est très rare dans leur monde, et la plupart des gens ne peuvent pas l'utiliser aussi librement qu'Akira. Akira dit qu'il a juste condensé les ombres comme une armure pour la protéger de la consommation de Kilika. Mais Knight pense que c'est toujours un exploit impressionnant. Il suggère d'appeler la technique l'ombre vêtue, un nom évocateur. Juste à ce moment-là, Akira détecte quelque chose à proximité. Après l'arrêt de la calèche, il sort pour vérifier la zone. Le conducteur de la calèche elfe utilise une paire de jumelles pour repérer des bandits qui s'approchent d'eux avec des intentions hostiles. Cependant, les bandits étaient prêts pour cela et ils ont une petite fille elfe prise en otage. Akira note qu'ils ont dû le détecter à distance aussi, car les bandits leur donnent de la corde pour se ligoter eux-mêmes, une ruse évidente. L'un d'eux remarque immédiatement qu'Emilia est une princesse elfe, et leur chef s'excite, disant que leur seigneur Graham adorerait leur cible. Soudain, Akira disparaît dans les ombres et élimine tous les bandits avant qu'ils ne puissent réagir. Ils utilisent leur propre corde pour ligoter les voyous, et Emilia libère l'elfe capturé. Une fois les bandits ligotés, Akira se demande qui est le seigneur Graham. Alors le conducteur elfe explique que c'est un noble de la plus grande nation du continent des hommes bêtes appelé Yuruk. Akira hoche la tête avant de dire à l'elfe de ramener la fille chez elle. Le conducteur hésite, car il est censé les escorter jusqu'au port. Cependant, Knight sente la brise marine à proximité. Alors il décide de terminer le reste du voyage à pied. Alors qu'ils arrivent au port, ils montent à bord d'un navire en direction du continent des hommes bêtes. Akira a hâte de monter de niveau dans cette nouvelle terre. Alors Emilia se demande pourquoi il veut devenir encore plus fort. Il répond que pour venger sa reine, il doit devenir aussi fort que possible. Knight lui dit qu'il peut monter de niveau dans le labyrinthe de la ville portuaire, mais ils ont encore quelques jours avant d'arriver. Tandis que Knight s'allonge pour se détendre, Amelia est excitée car c'est sa première fois en voyage en bateau, une grande aventure.
Elle est excitée de passer quelques jours à se détendre avec Akira, mais le trouve en train de lire un livre comme un vieil homme ennuyeux. Amelia se demande d'où il a eu le livre, alors Akira explique qu'il l'a demandé à son père, tout simplement. Cela la frustre, pensant qu'Akira est un idiot de ne pas se soucier d'elle. Quelques jours plus tard, ils atteignent enfin la ville portuaire d'Uruk sur le continent des hommes bêtes. Quand ils descendent du navire, Akira remarque que tout le travail manuel est effectué par des humains, ce qui montre que les hommes bêtes méprisent les humains. Alors qu'ils s'éloignent du port, des hommes bêtes s'approchent d'eux et ordonnent à Akira de leur laisser Emilia. Akira lui dit de rester en arrière. Les hommes bêtes se précipitent vers lui, mais Akira enveloppe calmement sa main dans la magie de l'ombre et les aveugle instantanément. Pendant qu'ils se débattent dans la confusion, ils quittent tranquillement les lieux avec Emilia. Knight se demande pourquoi Akira a été si doux avec ses voyous, alors il explique qu'il ne voulait juste pas attirer l'attention pour éviter les problèmes. Alors qu'ils marchent dans les rues, les gens autour d'eux halètent en voyant Knight. Akira se demande s'ils ont peur de lui, et Knight explique que les chats noirs sont craints sur tout ce continent. Pendant ce temps, une étrange jeune fille épie leur groupe depuis un coin, discrètement. Ensuite, ils se dirigent vers un hôtel pour passer la nuit. Après avoir dîné, Akira se prépare à dormir dans l'un des grands lits. Cependant, Amelia pense que le lit est suffisant pour eux deux, et Knight s'en va pour leur laisser un peu d'intimité. Akira est trop gênée pour partager le lit avec Emilia, mais elle refuse d'accepter un non et part prendre une douche. Le lendemain matin, Knight revient, pensant qu'Akira a dû apprécier son temps, avec un sourire en coin. Une fois réveillé, il se sent confus et est choqué en réalisant qu'Emilia dort à côté de lui. Knight leur dit de s'habiller, disant qu'ils auront un visiteur. Un instant plus tard, un forgeron appelé Crow entre dans leur chambre, et Knight leur dit que c'est lui qui l'a engagé. Crow dit qu'il ne pouvait pas refuser une demande du cauchemar d'Adlia, et ce nom trouble Emilia. Knight explique que Crow est le meilleur forgeron du monde, et la raison pour laquelle il les a tous amenés sur le continent des hommes bêtes, un maître incontesté. Après les présentations, Crow demande à voir l'épée d'Akira. Une fois qu'il y jette un coup d'œil, Crow réalise qu'Akira a dû l'endommager dans le labyrinthe de Cantanon. Amelia est surprise qu'il puisse deviner tout cela juste en la regardant, c'est impressionnant. Akira demande s'il peut améliorer l'épée, alors Crow lui dit qu'il aura besoin des bons matériaux et de l'argent pour cela. Akira accepte d'obtenir les marchandises et lui demande de lui fabriquer 20 armes de lancer également, en plus. En entendant ces exigences, Crow réalise qu'Akira est un assassin. Il loue Akira pour son habileté, mais dit qu'il est trop inexpérimenté pour manier ses armes de chef-d'œuvre, des créations uniques. Emilia n'a pas aimé les commentaires de Crow, mais Akira lui dit que Crow n'a pas tort dans son hypothèse. Knight lui dit aussi que, même s'il est maintenant forgeron, Crow a combattu dans le groupe du précédent héros, un passé glorieux. Après avoir donné à Akira la liste des matériaux et des coûts pour ses réparations, Crow quitte la pièce. Knight rassure Akira que Crow est la meilleure personne pour ce travail, mais il se demande comment il obtiendra tous les matériaux et l'argent nécessaires pour cela. Knight lui dit de simplement chasser des monstres dans le labyrinthe pour collecter des matériaux et vendre le reste. Akira est d'accord, pensant que c'est une bonne occasion de monter de niveau ses compétences également. Le voyant accepter, Knight explique que le labyrinthe de la ville de Uruk nécessite un certain niveau d'aventurier pour entrer. Alors Akira décide de s'occuper de ce problème plus tard. Soudain, Amelia demande si elle peut parler à Crow, alors Akira la laisse partir. Il dit à Knight de veiller sur Amelia avant de partir pour recueillir des informations sur la ville. Un peu plus tard, Amelia et Knight visitent l'atelier de Crow, qui leur demande pourquoi ils lui rendent visite. Amelia mentionne que dans le groupe du précédent héros, seul un homme bête et le héros ont survécu après avoir échoué à vaincre le seigneur démon, alors elle croit que Crow a dû être l'un de ses survivants, un témoignage de sa force. Crow hoche la tête et révèle qu'ils avaient aussi un elfe dans leur groupe, mais il est mort au combat. Il se demande si Amelia est en colère contre lui pour avoir laissé les siens mourir, mais elle croit que survivre à un combat avec le seigneur démon prouve qu'il est bien plus fort qu'il ne l'était. Elle lui demande de lui apprendre à se battre, mais Crow la rejette rapidement. Il explique qu'il a déjà pris d'autres apprentis, mais aucun d'eux n'a pu supporter son entraînement rigoureux. Amelia promet qu'elle n'abandonnera pas, disant qu'elle doit devenir plus forte si elle veut suivre Akira. Cependant, Crow rappelle à Knight qu'il n'a accepté que des demandes de forge. N'acceptant pas d'élèves, Knight lui dit qu'il ne contrôle pas les actions d'Emilia et demande à Crow d'arrêter de l'appeler le cauchemar d'Adlia, un surnom qu'il déteste. Crow refuse, disant que Knight est le symbole même de la peur qui a terrifié chaque homme bête du continent. Emilia se demande comment Knight a obtenu ce nom. Alors il explique qu'il y a plus de 100 ans, la ville d'Adlia était la plus grande du continent des hommes bêtes. Un jour, le seigneur démon ordonna à Knight d'attaquer Adlia afin de terroriser les hommes bêtes qui avaient envahi le territoire démoniaque. Bien que la mission de Knight fût juste d'effrayer les hauts fonctionnaires de la ville, il se perdit dans ses instincts et tua des civils innocents y vivant. À cause de toutes les souffrances que Knight a infligées à leurs innocents, les hommes bêtes ont commencé à l'appeler le cauchemar d'Adlia, un symbole de destruction pour les années à venir.
De retour dans sa chambre, Akira apprend toute cette histoire puisqu'il est lié aux pensées de Knight par leur lien. Pendant ce temps, alors que Knight termine l'histoire, il révèle qu'il avait perdu espoir en lui-même après cette tragédie. Cependant, après avoir rencontré Akira, il est confiant qu'il peut se contrôler pour ne plus devenir sauvage, une nouvelle détermination. Crow est surpris en notant que Knight a changé, tandis que le chat admet qu'il est coupable de nombreux crimes. Cependant, Knight dit qu'il ne se laissera pas mourir maintenant. Puisqu'il veut servir son nouveau maître, Crow lui dit qu'il ne lui en veut pas, mais l'histoire est incomplète. Il se souvient avoir rencontré Knight après la destruction d'Adlia, alors qu'il rendait hommage à la tombe de sa sœur. Knight a permis à Crow de se venger en le tuant, mais Crow a refusé, disant que Knight n'était utilisé que comme un outil par le Seigneur Démon. Ensuite, Crow a dit à Knight que ce n'était pas lui qui avait tué sa sœur, mais un autre homme bête de la même ville. Il s'avère qu'après le départ de Knight d'Adlia, la sœur de Crow a essayé d'aider toutes les personnes blessées ou bloquées. Cependant, l'un des nobles de cette ville craignait que Knight ne revienne, alors il a précipité sa calèche pour s'échapper. Dans sa hâte, l'homme s'est précipité vers un groupe de personnes blessées, alors la sœur de Crow lui a demandé de ralentir. Malheureusement, ce noble au cœur froid l'a brûlée vive avec beaucoup d'autres, lui ôtant impitoyablement la vie juste pour gagner quelques secondes pour son propre profit égoïste. Bien que Crow ait été enragé que le seigneur Graham lui ait enlevé sa sœur, il ne s'est pas vengé car il pensait que sa sœur ne le voudrait pas. Amelia pense que toute l'histoire est tragique, alors Crow lui dit qu'il n'a pas besoin de sa sympathie. Cependant, elle lui dit qu'elle se sent mal pour sa sœur, disant qu'il l'utilise comme excuse pour échapper à son devoir. Une accusation directe. Elle souligne que Crow a seulement supposé que sa sœur ne voudrait pas de vengeance. Même si c'était sa responsabilité de venger sa mort, Crow est irrité par ses paroles, mais elle lui dit qu'elle ressentait la même chose il y a quelque temps, une confession inattendue. Cependant, Akira l'a aidé à voir qu'en ignorant les sentiments de sa sœur, elle ne faisait que la blesser encore plus. En entendant cela, Crow reste silencieux un instant avant de lui demander de partir, visiblement ébranlé. Pendant ce temps, Akira décide d'utiliser dissimulation pour s'introduire dans le labyrinthe restreint. Soudain, une explosion retentit à proximité et une foule d'hommes bêtes s'enfuit de la zone alors que des dragons s'envolent, semant la panique. Observant la scène de loin, Knight et Emilia foncent vers la ville. Soudain, des monstres géants sortent du labyrinthe urbain, tuant des innocents. Emilia se précipite pour les aider et demande à Knight d'évacuer un maximum de personnes. Alors que Knight s'enfuit, un étrange garçon chevauchant un ver interpelle Amelia. Quand elle se retourne, elle découvre que c'est le même garçon qui a trompé Kilika durant son enfance. Le garçon se présente comme Orum, avant de dire que le seigneur démon lui a ordonné de garder Amelia en vie. Il ordonne à son ver de la capturer. Pendant ce temps, ailleurs, Akira repousse de féroces monstres. Soudain, Knight l'informe qu'Emilia a été capturée et emmenée dans le labyrinthe. Cela choque Akira, qui se précipite pour prendre une autre épée sur un homme bête tombé. Knight revient vite et Akira dit qu'ils doivent éliminer les bêtes à l'extérieur avant d'entrer dans le labyrinthe, et demande à Knight de rester en retrait. Bientôt, il déchaîne une version massive du sort d'ombre appelé Enfer des Ombres, qui encercle toute la ville et tue chaque monstre. Alors qu'il anéantit les monstres, Akira rugit de colère, surpris par l'intensité de ses émotions. Une fois le sort dissipé, il s'effondre d'épuisement. Voyant son maître blessé, Knight se précipite à son aide. Pendant ce temps, le système détecte les dégâts sur le corps d'Akira et active sa magie d'ombre pour le soigner. Des ombres l'enveloppent et commencent à luire doucement en réparant ses blessures. Knight observe, émerveillé, comment Akira est complètement guéri en quelques secondes. Une fois rétabli, Knight l'emmène ailleurs pour se reposer. Akira se réveille après un court instant et demande à Knight où ils sont. Knight explique qu'ils sont chez Pro car c'était un endroit sûr pour se reposer. Puis, Akira lui demande depuis combien de temps il dort et Knight révèle qu'il a été inconscient pendant 1 jour et demi. Cela le choque, mais Knight souligne qu'il était littéralement sur le point de mourir, c'est donc un miracle qu'il soit encore en vie. Cependant, la seule raison pour laquelle Akira a pu survivre est que la magie d'ombre s'est activée d'elle-même pour le soigner. Knight se méfie de cette étrange magie, mais Akira lui dit que même lui ne comprend pas entièrement ses propres capacités, il devrait donc se concentrer sur leurs problèmes actuels. Après être sorti du lit, il trouve Crow dehors et le remercie pour le lit. Puis, alors qu'Akira commence à quitter la maison, Crow lui demande où il va. Il dit à Crow qu'il va sauver Amelia, alors Crow lui fait remarquer qu'il n'a aucun moyen de la localiser. Cependant, Akira reste têtu et part. Déterminé à la ramener à tout prix, Crow essaie de le calmer, mais Akira est trop inquiet pour Amelia pour se détendre. Quand Crow lui fait remarquer qu'il est sur le point de combattre des démons sans même porter d'armes, Akira répond simplement qu'il n'en a pas besoin. Finalement, Crow désigne une épée finie dans sa chambre disant qu'Akira était trop en colère pour même la remarquer.
Alors qu'Akira prend les armes, il remarque que ce sont des épées jumelles. Crow explique que les dagues jumelles conviennent mieux à son style d'assassin et lui dit de payer les matériaux plus tard. Puis Crow lui donne une bague du deuxième ou troisième héros sur laquelle est écrit « Je te guiderai partout ». Crow est surpris qu'Akira puisse lire les mots. Alors il lui demande ce que la bague fait réellement. Crow explique qu'elle peut localiser la position exacte de tout ce que l'utilisateur recherche. Akira essaie immédiatement de l'utiliser pour trouver où se trouve Amelia. Bientôt, la bague luit et indique l'emplacement du labyrinthe de la couvée. Crow se demande pourquoi Amelia n'est pas encore en territoire démoniaque, mais Akira part avec Knight, prêt à la récupérer. Alors qu'il s'éloigne, Knight supplie Akira d'arrêter d'agir si imprudemment. Il s'excuse d'avoir mis la vie de Knight en danger, mais Knight dit qu'il devrait aussi prendre soin de lui-même. Pendant ce temps, à l'intérieur du labyrinthe, Emilia est assise en silence, tandis qu'Orum se sent satisfait du pouvoir de son art de contrôle des monstres. Il note que bien que le sort monstre ne puisse pas contrôler entièrement les humains et les elfes, il peut toujours les empêcher de bouger. Alors que l'insecte d'Orum dérange Amelia, elle lui demande pourquoi il fait cela. Surpris qu'elle puisse encore parler, il lui dit que seuls les démons de 2e grade peuvent utiliser les cercles de téléportation. Comme Orum est un démon de 3e grade, il n'a pas le pouvoir de se téléporter. Alors il explique qu'il attend que son supérieur arrive et crée un cercle de téléportation vers le territoire démoniaque. Emilia lui demande quand son supérieur arrivera, mais Orum ne le sait pas non plus. Il trouve amusant qu'elle essaie de recueillir des informations tout en étant prisonnière. Puis il lui dit que si elle s'attend à ce qu'Akira la sauve, il est sûr qu'Akira ne peut pas le vaincre. Il révèle qu'il n'a aucune intention de la tuer, puisque le seigneur démon la veut vivante. Pendant ce temps, Akira arrive devant le labyrinthe. Quand il utilise l'anneau magique, il pointe sous terre, et Knight réalise qu'ils devront s'enfoncer profondément dans ces niveaux inférieurs. Avant qu'ils ne puissent partir, une étrange fille les arrête et lui dit qu'elle a un message pour lui. Akira la reconnaît comme la fille qu'il a rencontrée à l'académie. Elle demande à Akira de l'emmener là où se trouve Amelia. En entendant cela, Akira attrape le col de la fille et lui demande comment elle connaît l'emplacement d'Amelia. Avec la menace de mort planant sur elle, la fille explique qu'elle utilise sa compétence de traqueur d'odeur pour suivre l'odeur d'Amelia jusqu'au labyrinthe. Puisqu'elle savait qu'Akira voyageait avec elle, elle a supposé qu'il reviendrait plus tard au labyrinthe. Knight note qu'il est courant pour les hommes bêtes d'acquérir la compétence de traqueur d'odeur, donc la fille ne ment probablement pas. Alors Akira lui demande pourquoi elle les suivait, et elle se présente comme Lia, la première princesse d'Uruk. Il s'avère que Lia avait reçu des nouvelles du plan du seigneur démon pour capturer Emilia. Elle voulait donc informer Akira à l'avance. Il se demande pourquoi elle ne lui a pas dit plus tôt, alors elle explique qu'il ne l'aurait pas cru sans preuve. À cause de cela, elle n'a pu que le suivre tout en recueillant des preuves. Mais les troupes du seigneur démon ont envahi avant qu'elle ne puisse livrer le message. Pour voir si elle est digne de confiance, Akira utilise l'œil du monde sur elle. Après avoir parcouru ses souvenirs, Akira lui fait enfin confiance et l'interroge sur sa compétence barrière spirituelle. Léa est surprise qu'il ait découvert sa capacité cachée et explique qu'elle peut l'utiliser pour protéger des objets en mouvement. Akira se demande si elle peut protéger une personne en mouvement, alors elle hoche la tête. Lia dit qu'il devrait sauver Emilia dès que possible puisque le seigneur démon est après sa magie de résurrection. En réponse, Akira monte sur Knight et dit à Léa de venir avec lui. De retour dans le labyrinthe, Emilia se demande pourquoi le seigneur démon veut sa magie de résurrection puisque les démons ont déjà des vies incroyablement longues. Orum admet qu'il ne connaît pas les motivations de son maître car la magie de résurrection n'aide que les personnes décédées récemment. Il pense aussi que c'est un sort assez peu pratique car il nécessite un temps de recharge de quelques jours avant que le lanceur ne puisse l'utiliser à nouveau. Emilia est surprise par ses connaissances, mais Orum lui dit qu'elle ne pourra pas utiliser cette magie sur Akira une fois qu'il l'aura tué, car elle a elle-même subi une blessure mortelle et a utilisé la magie pour protéger sa vie. Puis, il commence à la narguer, disant qu'il a hâte de la voir pleurer après avoir tué Akira, tandis qu'Emilia le fixe silencieusement. Ailleurs, Akira demande pourquoi elle était dans le royaume de Redis à l'époque. Elle révèle que sa famille a été capturée par une gelée noire il y a quelque temps, alors elle les cherchait partout dans le monde. Puis, Lia explique aussi qu'elle vient en fait d'un milieu paysan, mais que la famille royale l'a adoptée. À l'époque, elle vivait paisiblement dans son village, mais soudain, une gelée noire est apparue de nulle part. Bien que les gelées soient des monstres pathétiquement faibles, cette gelée noire était assez forte pour engloutir tout le village de Lia, la laissant aux mains de la famille noble. Alors qu'elle pense que la gelée était un monstre expérimental au pouvoir amplifié, Akira se demande si c'était la même gelée noire qui a absorbé Emilia. Puis, Léa révèle que la famille royale l'a adoptée en raison de ses compétences défensives, alors en tant que princesse, elle a utilisé sa nouvelle position pour enquêter sur l'incident de la gelée. Ces découvertes ont révélé que la gelée était liée au royaume humain, c'est pourquoi elle y est allée pour chercher.
Il s'avère que tous les hommes bêtes et elfes capturés par les gelés ont été sacrifiés par les humains pour alimenter leur rituel d'invocation de héros. Lia dit à Akira qu'elle voulait juste voir de ses propres yeux les héros pour lesquels ses familles avaient été sacrifiées, c'est pourquoi elle a infiltré le royaume de Redis. Sachant qu'il avait aussi été invoqué par le sacrifice de quelqu'un, Akira pense que Lia doit le haïr. Cependant, elle ne le blâme pas. Puisque c'est la faute du roi de l'avoir invoqué d'un autre monde, Akira hoche la tête et explique qu'il déteste aussi le roi. Mais pour ses propres raisons, alors qu'il dit que quelque chose clochait avec l'explication du roi sur l'invasion démoniaque, Knight lui dit que c'est un mensonge complet. Selon Knight, les démons n'ont attaqué personne au cours des derniers siècles, mais les autres races insistent pour les faire passer pour les méchants. Cela trouble Akira, mais avant qu'il ne puisse poser de questions, ils atteignent le labyrinthe. Une fois à l'intérieur, Léo souligne qu'ils ne peuvent pas descendre les étages sans vaincre un certain nombre de monstres à chaque fois. Comme Akira ne veut pas perdre de temps, il décide d'utiliser sa magie d'ombre pour éliminer rapidement tous les monstres, mais Knight lui rappelle de préserver sa force pour les démons du dernier étage. Akira lui dit qu'il ne veut plus risquer la vie d'Emilia. Voyant sa détermination, Knight propose d'utiliser son véritable pouvoir et d'exterminer les monstres à la place. Cependant, il avertit Akira qu'il pourrait perdre le contrôle sous cette forme une fois de plus. Bien que Knight pense être assez fort pour résister à ses instincts maintenant, Akira le rassure en lui disant qu'il le surveillera afin qu'il puisse se transformer sans inquiétude. Finalement, avec l'encouragement d'Akira, il se transforme en sa véritable forme. Sous cette forme, Knight traverse les niveaux du labyrinthe en déchirant tous les monstres qui bloquent leur chemin. Bien que Knight se déplace à une vitesse incroyable, Akira remarque qu'il ne répond pas à sa voix. Pour le calmer, Akira tend la main à l'âme de Knight, ce qui lui rend finalement sa lucidité. Alors que Knight se déplace avec plus de contrôle, Akira lui demande pourquoi les démons sont en haïs. Knight explique que le premier seigneur démon a attaqué les autres races en représailles pour avoir isolé les démons sur le continent désolé connu sous le nom de Volcan. Après cet incident, les races ont transformé tous les démons en méchants et ont considéré quiconque les combattait comme des héros. Akira réalise que les autres races sont juste racistes, et Knight hoche la tête. Puis, il explique aussi qu'il y a quelques générations, un héros idiot a tué la femme du seigneur démon. Ce seigneur démon était en fait une âme douce qui se souciait de ses amis, mais le héros a tué sa femme sans défense juste pour gagner de l'influence parmi son peuple. Bien qu'Akira se sente mal pour ce gentil seigneur démon, il avertit Knight qu'il n'aura aucune pitié pour le seigneur démon actuel s'il a de mauvaises intentions envers Emilia. Knight ne s'en soucie pas et lui dit de voir les démons comme une race avec des gens bons et mauvais. Akira accepte de s'en souvenir et bientôt ils atteignent le dernier étage du donjon. Quand Akira arrive enfin, Amelia sourit et il dit immédiatement à Lia de placer une barrière autour d'elle. Orem est surpris qu'il soit venu si vite et se prépare à combattre. Pendant ce temps, Knight reprend sa forme de chat et dit à Akira qu'il est à court de mana. Akira le remercie pour toute son aide et dit à Amelia qu'il ne la livrera à personne. Orem nargue Akira pour ses grands mots. Akira dit à l'enfant démon arrogant qu'il lui fera payer, mais Orem pense qu'il va le tuer en un instant. Knight rappelle à Orem que le seigneur démon lui a seulement ordonné d'amener Akira et Emilia vivants à son château. Cependant, Orem révèle que le seigneur démon a changé d'avis et ne veut plus qu'Emilia vivante maintenant. Knight est incrédule en entendant cela, mais soudain, Akira lance une attaque furtive sur Orem. Il bloque de justesse l'attaque avant de se moquer des capacités d'assassin d'Akira. Puis, Orem poignarde Akira avec une lance, mais il continue d'essayer de riposter. Alors qu'Orem bloque facilement toutes les attaques d'Akira, il lui dit que les humains ne durent généralement pas si longtemps contre lui, il érafle le bras d'Akira d'un autre coup, et Lia se demande pourquoi ces attaques le blessent. Même si elle a jeté sa barrière sur Akira, Knight lui dit que c'est grâce à la barrière qu'Akira est toujours en vie. Autrement, une seule coupure de l'attaque d'Orem aurait détruit son corps. Finalement, Orem recule et déclare qu'il va en finir avec Akira. Akira hoche la tête, disant qu'il voulait aussi en finir. Soudain, il active sa magie d'ombre qui absorbe le sang qu'il a perdu de ses propres blessures. La magie d'ombre transforme le sang en bête d'ombre qui se précipite pour attaquer Orem. Même le général démon est surpris alors que les puissantes bêtes d'ombre le déchirent. Les bêtes blessant Orem, Akira lui tranche le bras, rendant son arme inutile. Emilia est choquée par le pouvoir d'Akira, tandis que même Knight est stupéfait qu'il vienne de vaincre un démon gris de 3e grade. Acculé, Orem joue de sa flûte, ce qui invoque 3 monstres géants dans la pièce. Comme Akira vient d'utiliser sa magie d'ombre, il ne peut pas se recharger à temps pour se défendre contre leurs attaques. Le voyant si impuissant, Lia décide de verser tout son mana pour renforcer son bouclier, ce qui permet à Akira de résister à l'attaque du monstre. Avec le temps qu'il a gagné en se reposant dans la barrière,
Akira est capable de lancer une autre attaque puissante et de tuer les monstres d'un coup final. Après l'effondrement des monstres, Emilia marche vers lui puisque le contrôle d'Orom a été affaibli. Pendant ce temps, Orom accepte sa défaite et Akira pointe son épée sur lui. Cependant, il hésite à tuer quelqu'un qui ressemble tant à un humain. Finalement, il est incapable d'abaisser son épée à temps, donnant à un démon de 2e grade nommé Mihiro la chance de se téléporter dans le labyrinthe. Alors que Mihiro sort et salue Akira, il se demande s'il a fait le bon choix d'épargner Orum pour l'instant. Knight avertit Akira de ne pas combattre Mihiro, et Akira est d'accord, il sait que ce démon est d'un tout autre niveau. Mihiro voit qu'Orum ne peut plus se battre, alors il utilise son pouvoir pour le pousser au fond de la pièce, puis il se concentre sur Akira. D'un claquement de doigts, Mihiro brise la barrière de Lia, et Akira lui dit rapidement de rester en arrière. Le démon accepte, disant qu'il n'a rien à faire avec elle. Puis, il utilise un autre sort qui vole droit vers Emilia. Le sort mortel traverse sa poitrine, la faisant hurler d'agonie. Choqué, Akira se précipite pour l'aider, mais Mihiro lui dit qu'il ne l'a pas tuée. La voyant souffrir autant, Akira lance un regard meurtrier au démon, qui ne fait que se moquer de lui en retour. Knight l'avertit de ne pas laisser Mihiro le provoquer. Sachant qu'il ne peut pas gagner, Akira se demande comment protéger Emilia. Pendant ce temps, Mihiro lance un nouveau sort qui bloque toutes les sorties. Knight réalise que c'est de la magie de barrière, alors Mihiro lui dit qu'il ne veut pas qu'Akira s'échappe. Sa voie d'évasion scellée, Akira se demande quoi faire puisque sa magie d'ombre est également épuisée. Soudain, Mihiro demande à Akira ce que signifie son prénom, Oda, en japonais. Cela le laisse choqué, alors Mihiro confirme qu'il vient aussi du Japon. Akira se demande pourquoi un autre mondain comme lui se range du côté des démons, mais il n'a pas le temps de réagir alors que Mihiro utilise un autre sort pour l'attaquer. Alors qu'Akira évite de justesse l'attaque, celle-ci revient avec un effet de guidage et lui érafle la peau. Puis il se précipite pour attaquer Mihiro, mais celui-ci le force à esquiver un sort de disque mortel. Puis, Mihiro enchaîne avec une autre attaque. Alors Akira couvre une petite partie de sa peau avec de la magie d'ombre pour bloquer le projectile. Mihiro note que la magie d'ombre d'Akira est faible en énergie, alors il se demande comment elle peut fonctionner à pleine puissance. Cependant, il dit que les supérieurs se fâcheraient s'il prenait plus de temps, alors il finira le travail bientôt. Alors qu'Akira voit à quel point il est facile pour Mihiro de créer ses attaques mortelles, il pense que c'est la fin pour lui. Soudain, Knight dit à Akira qu'il a récupéré une partie de son propre mana et s'avance pour combattre. Mihiro demande à Knight s'il trahit le seigneur démon, et le chat noir confirme qu'Akira est maintenant son véritable maître. Puis, Knight demande à Akira par télépathie de mettre fin à leur contrat. Cela le laisse sous le choc, alors le chat explique qu'il se sacrifiera pour distraire Mihiro, ce qui lui donnera assez de temps pour s'échapper. Knight pense qu'Akira devrait se sauver, mais il refuse de sacrifier son partenaire. Pendant ce temps, Mihiro devient curieux de leur conversation télépathique, mais leur accorde un peu de temps. Après y avoir réfléchi, Akira dit à Knight qu'il est prêt à tout risquer avec lui si cela leur donne à tous les deux ne serait-ce qu'une petite chance de vivre. Il demande à Knight de se battre avec lui, et le chat rappelle à Akira qu'il est trop imprudent. Cependant, il apprécie l'inquiétude de son maître, et tout à coup, Knight se transforme en une copie de Saren pour combattre à ses côtés. Mihiro est surpris de voir cette nouvelle forme, alors Knight explique que c'est le seul corps qu'il peut utiliser avec assez de puissance pour lui faire face. Puis, Knight dit à Akira qu'il ne peut pas maintenir cette forme trop longtemps, ils doivent donc finir le combat rapidement. Bientôt, tous deux se lancent dans le combat, et Knight utilise la technique la plus puissante de Saren pour invoquer un marteau géant. Alors que le marteau de lumière apparaît dans la pièce, Mihiro lance une barrière magique pour le défendre. Akira note que la lumière intense du marteau crée des ombres plus fortes pour lui et dit à Knight de commencer l'attaque. Knight abat le marteau, et la barrière de Mihiro est brisée, mais il invoque un cercle magique qui fait pleuvoir des éclairs sur ses deux adversaires. Alors qu'ils esquivent tous les deux, Akira enveloppe son corps d'ombre pour se protéger et réduire la distance avec Mihiro. Il attaque le démon, mais Mihiro esquive son attaque. Puis Akira se retourne et détruit un cercle magique, juste avant que Mihiro ne réapparaisse derrière lui pour une autre attaque. Après avoir de justesse évité la prochaine attaque, Akira recule. Et Knight bondit pour riposter contre Mihiro. Après son attaque, Knight fait signe à Akira, alors tous deux commencent à attaquer Mihiro à l'unisson. Alors qu'il repousse Mihiro, Akira se demande si c'est ainsi qu'il se serait senti à combattre aux côtés de son professeur. Bientôt, leurs attaques combinées parviennent à blesser le dos de Mihiro. Mais Knight dit à Akira qu'il est presque à court de mana. Akira est confiant de pouvoir bientôt mettre fin à la bataille, mais Mihiro l'avertit qu'il n'a pas encore fini. Alors que le démon claque des doigts, plus aucun cercle magique n'apparaît, alors Akira pense qu'il est à court de magie. Soudain, une main transperce la poitrine d'Akira. Quand il se retourne, il voit Emilia, qui est contrôlée par Mihiro.
Alors que le contrôle mental s'estompe, Emilia réalise ce qu'elle a fait et commence à pleurer. Akira tombe au sol sans vie, et Emilia hurle de désespoir, le regardant gisant impuissant. Elle s'excuse pour son erreur, mais Akira sait qu'elle ne l'a pas blessé intentionnellement. Knight se précipite aussi pour le vérifier, réalisant que Mihiro a contrôlé Emilia avec le sort qu'il a utilisé au début. Mihiro hoche la tête, expliquant fièrement que sa magie lui permet de contrôler la cible et de déployer toute sa puissance à travers son corps. Pendant ce temps, Akiro dit faiblement qu'il ne se laissera pas mourir et abandonner Emilia. Pensant à tous les objectifs qui lui restent, il espère désespérément pouvoir survivre d'une manière ou d'une autre. Cependant, alors que la vie quitte bientôt son corps, la magie d'ombre s'active d'elle-même. Elle lance un sort de guérison pour réparer le corps d'Akira, alors Mihiro essaye de l'achever. D'une manière ou d'une autre, la magie d'ombre dévie l'attaque de Mihiro et soulève le corps d'Akira dans les airs. Même Mihiro est choqué qu'Akira soit toujours debout, mais cette fois, la magie d'ombre contrôle le corps d'Akira pour combattre. Alors que Mihiro charge pour attaquer, Akira rencontre son coup et le blesse. Mihiro lance ensuite un sort de faux lame, mais Akira le bloque avec un mur d'ombre et utilise ces mêmes ombres pour lier Mihiro. Il demande à Akira s'il est contrôlé. Le système ignore la question de Mihiro et le menace de libérer Emilia, mais il affirme avec arrogance qu'un humain ne peut pas vaincre un démon. Le système dit à Mihiro qu'il a tort, affirmant que les humains ne parviennent pas à vaincre les démons parce qu'ils abandonnent à mi-chemin. Furieux des moqueries du système, Mihiro utilise un sort pour attaquer Amelia. Cela sort Akira de son mode combat et il se précipite pour l'aider. Alors qu'Akira couvre le corps d'Amelia du sien, les aiguilles de Mihiro traversent l'air pour percer son corps. Soudain, les aiguilles s'arrêtent net et disparaissent grâce au sort de Crow. Alors que tout le monde se demande pourquoi Crow est là, Mihiro lui demande comment il a survécu si longtemps puisque les hommes bêtes n'ont pas une très longue espérance de vie. Crow lui dit que bien qu'il ne soit plus dans la fleur de l'âge, sa force n'a pas tant diminué. Mihiro hoche la tête comprenant qu'il est dépassé et se prépare à partir avec Orum. Après son départ, Léa demande à Crow pourquoi il les aide. Il prétend qu'il ne faisait que passer par là tandis qu'Akira est surpris que Crow connaisse tant de monde. Le voyant peiner à parler, Crow dit à Akira de se reposer, et il s'effondre d'épuisement. Quelque temps plus tard, Akira se réveille dans la maison de Crow et demande à Knight combien de temps il est resté inconscient. Knight lui dit qu'il est resté inconscient pendant 3 jours, et Akira sourit, heureux qu'Emilia ait pris soin de lui tout ce temps. Puis, Crow entre dans la pièce, et Akira le remercie de son aide. À ce moment-là, Crow appelle les personnes qui attendaient dehors à entrer. Peu après, les amis d'école d'Akira entrent, menés par Giles, qui explique qu'il est venu sur le continent des hommes bêtes pour trouver de bonnes armes pour ses élèves. Asaina est content d'avoir enfin trouvé Akira, et Tsukasa explique que Giles a levé les malédictions du roi sur tout le monde. Pendant ce temps, Asaina s'excuse de ne pas avoir pu l'aider pendant sa malédiction, mais Akira lui dit que ce n'est pas grave. Voyant tout le monde réuni, Akira pense que Tsukasa est vraiment un grand leader qui mérite la classe de héros. Puis, il demande à Jules s'il a eu des problèmes avec le palais après son départ. Jules explique que le château l'a renvoyé puisqu'ils ont dissous l'ordre des chevaliers, il était donc libre de partir de toute façon. Asaina demande à Akira s'il s'associerait avec eux, mais Knight lui dit qu'il est le seul partenaire dont il a besoin. Alors qu'ils commencent à se disputer, Akira les calme avant de faire valoir son propre point de vue, bien qu'il soit content que le groupe du héros soit en sécurité. Akira se demande ce qu'il compte faire ensuite. Tsukasa lui dit qu'ils veulent vaincre le seigneur démon, mais Knight pense qu'ils sont trop arrogants avec leur faible force. Comme Knight continue de se disputer avec tout le monde, Akira le met dehors, afin de pouvoir discuter correctement avec ses camarades de classe. Après le départ de Knight, Akira demande à Tsukasa s'ils essayent de devenir des héros en vainquant le seigneur démon. Tsukasa explique qu'ils essayent d'obtenir la faveur du roi en vainquant le seigneur démon. Ainsi, il leur dirait enfin comment retourner dans leur monde. Bien qu'Akira comprenne le raisonnement de Tsukasa, il se souvient aussi que le roi a cruellement sacrifié de nombreuses personnes innocentes juste pour les invoquer. Il dit à tout le monde qu'il y a une raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire confiance au roi, et leur rappelle qu'il doit encore venger la mort de sa reine. Tout le monde se tait, se demandant ce qu'il compte faire puisqu'il veut aussi rentrer chez lui. Alors Akira explique que les démons peuvent utiliser des cercles de téléportation, il y a donc une chance qu'ils en aient un qui mène à la maison. Il dit à tout le monde qu'il va infiltrer le territoire du seigneur démon pour obtenir les secrets lui-même, mais qu'il doit accomplir d'autres objectifs avant cela. Tout le monde demande à Akira s'il a besoin de leur aide pour combattre les démons, mais il refuse. Il les avertit que même s'ils choisissent de se battre, il ne pourra pas les protéger. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, et il ne laissera personne d'autre se mettre en travers de son chemin. L'entendant vouloir rentrer chez lui à nouveau, Amelia quitte silencieusement la pièce. Avant de la suivre dehors, il dit aux autres de considérer leurs options attentivement avant de prendre de grandes décisions, puis
Jules part aussi pour discuter d'armes avec Crow, laissant les étudiants seuls. Bien qu'ils soient tous contrariés par le traitement froid d'Akira, Tsukasa pense toujours qu'il est leur meilleur espoir de rentrer chez eux. Ils réalisent aussi qu'ils doivent prouver leur propre force avant qu'ils ne les aident, ce qui est un objectif incroyablement difficile. Pendant ce temps, Akira trouve Emilia debout au bord d'une falaise surplombant la mer. Alors qu'il s'approche d'elle, Amelia dit qu'elle a toujours su qu'ils se sépareraient un jour, mais qu'elle ne peut pas se préparer à ce moment. Elle s'excuse auprès d'Akira de l'avoir blessé, mais il lui rappelle que rien de ce qui s'est passé dans le donjon n'était de sa faute. Cependant, Emilia révèle que bien que cela lui ait déchiré le cœur de le voir si blessé, elle s'est sentie heureuse après coup. Elle explique que parce qu'Akira l'oubliera après être rentré chez lui, il se souviendra toujours de la blessure qu'elle a créée sur son cœur. Emilia se sent coupable de ressentir un bonheur si pervers, mais Akira commence à lui dire qu'elle est quelqu'un de spécial pour lui. Emilia ne croit pas ses paroles, disant que le cœur d'une personne pourrait facilement changer. Akira lui dit que même lui ne comprend pas toujours ses propres sentiments, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent tant s'inquiéter de l'avenir. Puis il sort son épée et la place dans sa main, et lui dit que dans son monde, un homme et une femme qui s'aiment se fiancent en portant des anneaux assortis. Ensuite, Akira presse son propre doigt sur l'épée, ce qui crée un anneau de sang autour d'elle. Il déclare fermement à Emilia qu'il l'aime, et elle commence à pleurer, disant qu'elle ressent la même chose. Puis, après qu'ils se soient mariés avec leurs anneaux de sang, Akira demande à Emilia si elle veut quelque chose de lui. Elle lui dit de se protéger et de toujours l'aimer, et il accepte son souhait. Puis, tous deux scellant leur amour d'un baiser. De retour chez Crow, Tomoya dit à tout le monde qu'il y a un festival dans une ville voisine. Il explique que chaque année il y a un concours de beauté, et les gagnantes de l'événement disparaissent ensuite. À cause de cela, des rumeurs circulent selon lesquelles quelqu'un les trafique. Comme la rumeur est assez répandue, ils pensent que cela pourrait être vrai, pensant qu'en attrapant le coupable, ils pourraient prouver leur force à Akira. Le lendemain, tout le monde commence à se diriger vers la ville de Mali. Comme Emilia voulait profiter de la nourriture et des attractions du festival, Akira se joint également à leur groupe. Une fois arrivée en ville, Emilia est excitée de participer au concours de beauté, pensant que la récompense sera de la nourriture. Sachant à quel point elle est impatiente, Akira continue d'avancer car il ne veut pas gâcher son plaisir. Alors qu'il se dirige vers l'inscription au concours, une fille crie sur la réceptionniste pour racisme. Akira se demande ce qui se passe, alors elle lui dit qu'ils interdisent aux démons de participer au concours. Il est surpris que la fille soit un démon, mais elle agit comme si ce n'était rien de spécial. Knight reconnaît immédiatement la fille, alors elle se présente comme l'a dit. Après avoir appris qu'elle est un démon, Akira essaie de sentir ses statistiques, mais il ne trouve rien. Soudain, elle attrape le bras d'Akira et lui demande de l'aider à participer au concours, ce qui laisse Akira confus. Mais Amelia ne veut pas qu'il s'approche d'autres filles, alors elle les sépare rapidement. Amelia présente son propre médaillon pour s'inscrire au concours, et la réceptionniste reconnaît immédiatement qu'elle est une princesse elfe. Amelia est contente que quelqu'un lui montre enfin du respect, mais ensuite elle lance un regard noir à Akira pour avoir laissé une autre fille flirter avec lui. Il explique que Lady s'est accrochée à lui de son propre chef. Pendant ce temps, Lady continue de harceler la réceptionniste pour qu'elle la laisse participer, puisqu'elle a enregistré toutes les autres races, sauf les démons. Voyant à quel point elle essaie, Emilia note que Lady n'est pas une mauvaise personne. Alors Akira propose de prendre la responsabilité de Lady, et la réceptionniste accepte de la laisser s'inscrire sous l'autorité d'Emilia. Lady le remercie, mais elle reconnaît ensuite Knight. Knight explique qu'il a formé un contrat avec Akira. Akira demande à Knight comment ils se connaissent, mais Knight dit qu'il expliquera plus tard. Comme il leur reste quelques minutes avant le début du concours, Lady demande à Akira et Emilia s'ils aimeraient visiter le festival ensemble, et ils acceptent de l'accompagner. Un peu plus tard, Lady commence à se présenter au public, signant des autographes à tout va. Knight dit à Akira que Lady est juste faite différemment, tandis qu'Amelia pense qu'elle semble être un bon démon. À proximité, des filles reconnaissent Akira et commencent à l'appeler l'assassin silencieux, mais il n'a aucune idée de pourquoi. Crow explique qu'il est devenu célèbre sous ce titre après avoir utilisé ses ombres pour sauver la ville de la horde de monstres. Crow donne ensuite à Akira une médaille jaune de la guilde des aventuriers, disant qu'il a été promu grâce à son exploit. Akira ne se soucie pas des rangs, mais Emilia mentionne qu'elle est de rang argent, et sa sœur Kilika est de rang or. Derrière Akira, le reste des étudiants lui disent aussi qu'ils sont de rang jaune, il peut donc toujours leur demander de l'aide s'il en a besoin. Juste à ce moment-là, Lady appelle Emilia pour de la nourriture, alors elle se lève pour l'essayer. Akira dit ensuite à Knight de la suivre au cas où quelqu'un essaierait de lui faire du mal. Akira se demande comment Emilia s'est rapprochée de Lady en si peu de temps. Crow remarque qu'il leur a fallu 2 jours pour atteindre la ville, ils ont donc dû créer des liens pendant ce temps.
Akira demande ensuite à Crow pourquoi il est venu au festival. Crow lui rappelle sa sœur décédée. Il explique que tout ce temps, il n'a pas cherché à se venger de Graham parce qu'il n'est tout simplement plus assez fort. Sa force a diminué au fil des ans. Akira pense qu'il est impossible qu'un guerrier comme Crow soit si faible, mais il lui dit que les hommes bêtes peuvent vieillir beaucoup sans changer d'apparence. Puisque le gros noble Graham est toujours entouré de puissants gardes du corps, Crow pense qu'il est incapable de les combattre. Crow explique également que Graham est un homme avec une grande influence. Il a donc très probablement vendu les informations sur l'emplacement d'Amelia au démon à l'époque où elle a été capturée par Aurum. Enfin, Crow dit à Akira qu'il l'a sauvé dans le labyrinthe des bêtes parce qu'il voulait qu'Akira lui doive une faveur, et si ce n'avait pas été pour lui, Akira serait mort là-bas. Crow révèle sa demande à Akira, le laissant complètement stupéfait. Akira a du mal à répondre, mais Crow lui dit de prendre son temps avant de donner une réponse appropriée. Juste à ce moment-là, Jules apparaît pour informer Crow qu'ils doivent organiser leur hébergement. Alors Crow dit à Akira que le festival principal est sur le point de commencer. Au stade, Akira et les étudiants obtiennent une salle VIP dans le lieu du concours grâce aux relations de Crow. Knight est content qu'ils reçoivent un traitement spécial. Asaina hoche la tête, pensant que l'intimité est cruciale pour eux puisque Akira est si célèbre. Cependant, il remarque Akira plongé dans ses pensées. Alors que le concours commence dehors, bientôt, c'est au tour d'Emilia de poser, et elle est immédiatement la favorite de la foule quand elle apparaît. La voyant lui faire un clin d'œil, même Akira admet qu'elle est magnifique, car tout le monde pense qu'Amelia a la compétition dans la poche. Soudain, Lady apparaît dans sa cape sombre. Bien que le public soit confus par son étrange accoutrement, elle commence à installer la scène avec des cristaux magiques. Soudain, les cristaux créent une énorme flambée d'entrée pour elle, et elle révèle sa vraie robe de concours dans une démonstration spectaculaire qui les conquiert tous. Après le concours, le juge annonce qu'Emilia et Lady sont à égalité pour la première place, puisqu'elles ont reçu le même nombre de votes. Lady est un peu triste de ne pas avoir pu gagner malgré tous ses efforts, mais Akira souligne qu'il est déjà très impressionnant qu'elle puisse rivaliser avec la beauté d'Emilia. Alors que ses compliments plaisent à Emilia, Lady remarque à quel point ils s'aiment tous les deux. Puis, elle dit à Emilia qu'elle aura une revanche avec elle l'année prochaine. Knight intervient et dit à Lady qu'elle aura des problèmes avec son père si elle continue d'attirer autant l'attention. Lady lui dit qu'elle s'en fiche, car elle est en colère contre son père et s'est enfuie. Akira se demande quelle est la véritable identité de Lady, alors Knight révèle finalement qu'elle est la fille du Seigneur Démon, choquant tout le monde. Pendant ce temps, Graham les observe à travers une caméra de surveillance. Ses gardes lui demandent quoi faire ensuite, alors il leur dit qu'ils n'ont pas besoin de s'impliquer personnellement. Alors Graham dit aux gardes d'envoyer ses troupes plus petites, disant qu'il capturera Amelia en utilisant ses ruses, même lorsque les démons n'ont pas réussi à le faire. Après cela, Akira scanne enfin les vraies statistiques de Lady en utilisant son œil du monde et réalise qu'elle est à un niveau complètement différent. Amelia lui dit qu'elle a toujours su à quel point Lady était forte, et rappelle à Akira de toujours utiliser son œil du monde pour les cibles suspectes. Akira hoche la tête, sachant qu'elle a de bonnes intentions. Cependant, il reste silencieux, pensant aux visions troublantes de ses camarades d'école décédés qui apparaissent chaque fois qu'il utilise cette compétence effrayante. Juste à ce moment-là, Giles et Crow arrivent et disent à tout le monde qu'ils ont trouvé une auberge. Giles se demande s'il doit prendre une autre chambre pour Lady, mais elle explique qu'elle dormira simplement dehors. Lady pense que c'est mieux ainsi car son aura démoniaque effrayerait les humains autour d'elle. Alors Emilia lui dit de la retrouver demain pour récupérer les prix du concours de beauté. Plus tard cette nuit-là, Akira se demande pourquoi ils doivent retourner le lendemain pour récupérer leurs prix. Tsukasa explique que les organisateurs du concours n'étaient pas complètement prêts pour la cérémonie de remise des prix. Akira se demande pourquoi il pense ainsi. Alors Tsukasa révèle que lorsqu'il est allé participer à la division masculine, il a remporté toute la compétition avec facilité. À ce moment-là, Tsukasa a remarqué que les préparatifs du personnel pour la cérémonie de récompense étaient incomplets. En pensant aux récompenses, Amelia pense que ce sera sûrement un plat savoureux. Puis, les garçons partent prendre un bain avant de dormir, alors Amelia demande à Akira de se baigner avec elle. Il lui rappelle qu'il ne peut pas entrer dans le bain des femmes. À ce moment-là, Crow demande à Akira de ne pas oublier ce dont ils ont parlé plus tôt, et Akira hoche la tête mais reste silencieux. Voyant sa réponse hésitante, Amelia devient sérieuse et traîne Akira dans leur chambre. Le poussant sur le lit, elle lui dit qu'il a besoin de se reposer puisqu'il a travaillé si dur ces jours-ci. Bien qu'Akira pense pouvoir vivre quelques jours sans dormir, Amelia refuse d'accepter un non et l'endort plutôt en utilisant un sort de sommeil forcé. Une fois dehors, Crow la nargue d'être si autoritaire avec Akira. Emilia lui demande quel genre d'idée tordue il a mise dans l'esprit d'Akira, mais Crow lui dit qu'il n'a discuté que d'affaires avec lui. Puisqu'Amelia pense qu'il force Akira à faire quelque chose qu'il ne veut pas, elle avertit Crow d'arrêter de s'immiscer.
Cependant, il lui rappelle le labyrinthe où Akira n'a pas réussi à tuer Aurum. Crow se demande si Akira a refusé de tuer le démon à l'époque à cause de ses propres principes ou à cause d'une pression extérieure. Refusant de lui répondre, Emilia dit à Crow qu'il n'a pas le droit de changer la façon dont Akira veut vivre. Alors il lui dit que ce n'était jamais son plan. Crow explique qu'il a laissé le choix à Akira avant de dire que le moment venu, Akira pourrait abandonner ses principes précédents et tuer l'ennemi pour la protéger. Choquée, Emilia se demande si Akira envisagerait vraiment de tuer quelqu'un juste pour elle. Le lendemain, tout le monde se dirige vers la cérémonie de remise des prix. Lady demande où est Akira, et Amelia informe qu'il dort comme une bûche à l'hôtel. Amelia lui dit qu'ils n'ont pas besoin de sa présence puisque ce n'est qu'une cérémonie. D'autre part, Tsukasa dit à Asaina qu'il devrait rester vigilant, car il est probable que les trafiquants fassent leur coup là-bas. Puisqu'Akira n'est pas là, ils se sentent un peu soulagés d'avoir une chance de prouver leur propre force. Quelques minutes plus tard, ils arrivent et se demandent pourquoi ils organisent la cérémonie de remise des prix dans un bâtiment d'apparence ancienne, alors qu'ils se tiennent tous à l'intérieur, attendant les officiels du tournoi. Soudain, des hommes masqués font irruption. Comme les hommes ont demandé son identité, Amelia se demande pourquoi ils sont là. Les hommes expliquent que Graham l'a convoqué, alors ils sont là pour l'emmener avec eux. Cependant, Amelia refuse de coopérer, disant qu'elle ne rejoindrait jamais un lâche de bas étage comme lui. Malgré sa résistance, les hommes masqués se préparent à riposter. Mais soudain, Amelia crée des sphères de gravité intensément lourdes qui les écrasent tous. Elle demande à leur chef de lui donner plus d'informations, mais il refuse de parler. Cependant, après un peu plus de pression d'Amelia, il explique que la plupart des gagnantes précédentes qui ont été capturées ont eu leurs organes volés et vendus par Graham. Puis, il explique que même si les rumeurs de ces enlèvements se sont répandues loin et large, le noble corrompu les tenait à distance en utilisant son argent. Amelia est enragée que Graham ait essayé de la vendre. En colère, elle augmente la pression de ses sphères magiques, prête à écraser les assassins en morceaux. Mais soudain, Lady l'arrête. Elle dit à Emilia que même si les assassins sont de mauvaises personnes, ils doivent avoir leur propre histoire et motivation pour la combattre. Puisque Lady pense qu'un combattant n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais, elle estime que tout le monde mérite une chance équitable de se battre dans leur monde, qu'il soit fort ou faible, car Lady dit fermement à tout le monde qu'elle ne leur permettra pas de tuer qui que ce soit devant elle. Akira observe la scène par télépathie, puisque le sort de sommeil d'Amelia a lié son esprit au sien. Puis Lady dit à Amelia qu'elle peut tuer des gens quand elle n'est pas là, puisqu'elle ne peut pas protéger les gens partout où elle va. Observant la scène de loin, Akira pense qu'il ne voulait pas non plus voir Amelia assassiner une personne devant lui. Bien qu'il soit soulagé que Lady l'ait épargné de voir une scène si douloureuse, il se demande comment Amelia réagirait si un jour, il devait mettre fin à la vie de quelqu'un devant elle. Quelques jours plus tard, Akira demande à Giles comment il connaît Crow. Il explique que puisque Crow prenait des disciples par le passé, sa mère est devenue son élève. Cependant, son entraînement intense l'a rendue folle, alors Crow a adopté Giles pour prendre soin de lui. Akira est surpris qu'ils soient si fortement liés, et Giles précise qu'il ne déteste pas Crow à cause de ce qui est arrivé à sa mère. À ses yeux, Crow est comme un père qui l'a recueilli quand personne d'autre n'était là pour lui. Akira admet aussi que Crow semble être une personne qui prend soin des autres, et Jules demande s'il a également reçu son aide. Alors qu'Akira hoche la tête, Giles lui dit que c'est à lui de décider s'il veut rendre l'appareil à Crow. Cependant, il l'avertit que Crow n'a plus beaucoup de temps, il devrait donc le faire rapidement s'il le souhaite. Juste à ce moment-là, Knight revient et explique que la caméra autour de la zone du festival a été installée sur ordre de Graham. Puisque Graham veut suivre les gagnantes du concours, cela signifie qu'il a aussi un œil sur Emilia. En pensant à l'avenir, Akira se demande comment gérer ce nouveau problème. Akira dit ensuite à Giles que Graham utilise le même appareil que le roi humain utilisait pour espionner tous les héros. Il demande à Giles comment s'appelle l'appareil dans ce monde. Alors il lui dit que ça s'appelle une caméra, cela surprend Akira. Alors Knight explique que l'un des héros invoqués précédents avait apporté une partie de leur technologie dans ce monde, donc les caméras ne sont pas considérées comme inhabituelles ici. Giles ajoute que dans le royaume de Yamato, les habitants suivent même les traditions et mangent la cuisine de certaines régions de la Terre en raison de l'influence des héros. Akira se trouve intrigué par le royaume de Yamato, mais avant qu'il ne puisse y penser davantage, Amelia et les autres finissent par revenir du festival. Disant aux autres d'attendre, Akira demande à Asaina, Tsukasa, Amelia et Giles de venir avec lui pour une discussion privée. Là, Akira demande à ses camarades de classe s'ils l'ont appelé pour visiter le festival, tout en l'enquêtant secrètement pour des rumeurs de trafic humain. Surpris qu'il les ait démasqués, Asaina admet qu'ils essayaient juste de prouver leur propre force, mais n'ont pas réussi à accomplir quoi que ce soit de significatif.
Cependant, Akira respecte le fait qu'ils aient fait de leur mieux pour un objectif différent. Il explique à ses camarades que même s'ils partagent leur but, ils souhaitent d'abord s'occuper de Graham. Crow dit à Akira qu'il peut visiter la cité d'Uruk, car Graham y fait office de maître de guilde de la guilde des aventuriers. Asaina propose d'aider Akira à vaincre Graham, mais il refuse catégoriquement. Crow dit ensuite à Akira qu'il le guidera également à travers le continent des démons, s'il peut satisfaire sa requête. Alors Akira promet d'y réfléchir sérieusement. Après cela, Giles et le groupe du héros attendront Akira quelque part près du royaume des démons pendant qu'il s'occupera de ses affaires au royaume des bêtes. Asaina sort une carte et suggère un certain endroit, mais Crow refuse instantanément, alors Giles explique que sa mère y habite. Akira est surpris que la mère de Crow soit encore en vie, vu son âge avancé, alors Giles lui dit que c'est une longue histoire. Ensuite, Crow suggère un autre point de rencontre. Alors tout le monde commence à partir après avoir convenu de s'y retrouver. Ce soir-là, Amelia dit à Crow d'arrêter de peser sur Akira, mais il lui répond que c'est à lui de choisir d'accepter ou non son offre. Elle se tait avant de lui demander de la prendre comme disciple. Crow lui rappelle qu'il n'accepte plus de disciple. Alors Emilia lui dit qu'elle veut devenir assez forte pour qu'Akira n'ait plus à la protéger. Voyant sa détermination, Crow gagne un certain respect pour elle et pense qu'elle pourrait supporter son entraînement. Peu de temps après, alors qu'Akira commence à partir avec Crow et Emilia, Giles lui donne une vieille bourse. Il lui rappelle qu'Akira a oublié de récupérer la bourse dans la chambre de sa reine lorsqu'il s'échappait du royaume humain. Elle doit donc encore contenir des objets utiles pour lui. Après avoir accepté, Akira part en calèche. Après quoi, les héros se mettent également en route. 3 jours plus tard, Amelia finit épuisée après avoir passé toute la journée à étudier et à s'entraîner. Akira est surpris, alors Crow lui dit que c'est déjà très impressionnant qu'elle ait survécu si longtemps. Crow lui explique qu'Emilia est célèbre pour sa magie puissante et ses capacités à repousser les monstres. Cependant, le royaume elfique a étouffé toutes les nouvelles à son sujet, elle est donc restée une légende pour lui. Crow révèle également qu'il a nommé Léa d'après Emilia, montrant ainsi toute l'admiration qu'il lui portait. Cependant, il pense que les capacités d'Emilia sont bien plus terrifiantes en personne car il lui enseigne une compétence d'inversion magique créée par le premier héros. Bien que ce sort puisse offrir une contre-attaque instantanée à n'importe quel sort, il exige de l'utilisateur qu'il maîtrise d'abord une langue ancienne. Même si la langue ancienne est remplie de symboles complexes qui pourraient briser l'esprit d'une personne, Emilia a créé une nouvelle compétence, appelée compréhension, juste pour pouvoir la comprendre. Tandis que Crow admire les capacités d'Emilia, Akira se demande comment il a pu créer un sort aussi puissant en premier lieu. Il lui raconte que parce que sa mère a pris d'étranges drogues pendant sa grossesse, cela lui a conféré une durée de vie bien plus longue que celle des hommes-bêtes normaux. Cela lui a donné beaucoup de temps pour rechercher et perfectionner ses compétences, mais maintenant il est coincé à vivre avec des regrets jusqu'à ce qu'il puisse venger sa sœur. Alors que Crow soupire, souhaitant mettre fin à ses tourments, Akira ressent de la peine pour le fardeau qu'il a porté toute sa vie. Pendant ce temps, Knight explore les toits de la ville pour recueillir des informations. Cependant, il tombe sur Laddie, qui lui demande pourquoi il est seul. Knight explique qu'il se faufile pour recueillir des informations, ce qui l'enthousiasme, et elle propose avec empressement de l'accompagner. Quelques jours plus tard, la calèche d'Akira atteint enfin Uruk. Là, Crow lui dit de passer du temps avec Emilia pendant qu'il leur réserve un hôtel. Comme Akira ne connaît pas son chemin dans cette ville gigantesque, Crow lui dit de retrouver Léa après 1 heure. Après le départ de Crow, Akira part en rendez-vous avec Emilia. Une fois qu'il lui offre de délicieux plats, il se sent sincèrement heureux, bien qu'il commence à songer à aborder une question sérieuse. Cependant, il décide de ne pas le dire, alors Emilia le rassure en lui disant qu'elle deviendra beaucoup plus forte pour lui. Tandis qu'Akira lui dit de ne pas se presser, il continue d'explorer la ville. Un peu plus tard, Léa les rejoint et les emmène faire du tourisme en ville. D'abord, elle les emmène faire une luxueuse promenade en bateau le long des rivières de la ville. Notant qu'Uruk est réputé pour ses excursions, tandis qu'Emilia dévore joyeusement sa nourriture sur le bateau. Akira réalise soudain que la ville d'Uruk ressemble fortement à Venise de son monde d'origine. Bientôt, il aperçoit un château au loin, alors Léa explique que c'est le palais royal du royaume des hommes bêtes. Elle l'informe que la famille royale les attend, laissant Akira complètement sans voix. Alors qu'ils descendent du bateau et marchent vers le palais, Lia explique que le roi a organisé un banquet pour accueillir la princesse Emilia. Akira hoche la tête avant de la remercier de lui avoir sauvé la vie face aux démons. Alors qu'elle reçoit ses remerciements, Akira lui demande curieusement si elle a inventé sa compétence de barrière spirituelle basée sur l'inversion de Crow. Surprise, Lia lui dit que sa compétence de barrière n'est qu'une version améliorée de barrière plus puissante, donc les sorts puissants peuvent la briser. Cependant, la compétence d'inversion de Crow semble contre-attaquer tout ce à quoi l'utilisateur est confronté. Elle pense donc que c'est un sort bien plus puissant que le sien. Ensuite, ils entrent dans la salle du roi Ixam, où il accueille Emilia.
Après qu'Emilia le remercie pour l'invitation, le roi dit qu'il veut la remercier d'avoir sauvé sa fille. Emilia fait remarquer qu'Akira et Crow sont ceux qui ont sauvé Lia. Pourtant, le roi n'exprime sa gratitude qu'à Crow pour son intervention. Akira commence à sentir qu'il n'est pas vraiment le bienvenu puisque le roi n'a même pas pris la peine de le remercier. Mais alors le roi se tourne brusquement vers Akira et lui demande une faveur. Akira lui dit qu'il ne peut rien garantir. À ce moment-là, l'un des gardes du roi explose de colère contre Akira pour avoir parlé si cavalièrement à sa majesté. Cependant, le roi lui ordonne de se retirer, puis il se tourne vers Akira et lui demande d'effectuer un assassinat en échange de sa protection. Mais Akira refuse immédiatement. Ensuite, le roi Ixum propose d'autres récompenses, disant qu'il a juste besoin qu'il élimine Graham. Puisqu'Akira a déjà Graham en ligne de mire, Ixam pense qu'ils peuvent conclure un accord. Il explique que bien qu'il ne soit qu'un maître de guilde, Graham continue de semer le chaos dans son royaume en utilisant des mercenaires. Akira lui dit que cela ne le regarde pas. Alors le roi se demande pourquoi sa protection ne lui suffit pas. Il dit au roi Ixum qu'il n'a pas besoin de protection de la part de quelqu'un de plus faible que lui. Alors le capitaine de la garde se met en colère à cause de ce commentaire. Le capitaine lui demande s'il est devenu fou à cause de sa célébrité, mais Akira lui dit qu'il n'a aucune part dans la propagation des rumeurs à son sujet. Cependant, il dit au roi qu'il peut prouver sa propre force. Alors le capitaine de la garde demande également au roi la permission de le défier en duel. Excité de voir l'action, le roi Ixam accepte. Alors les deux combattants sont conduits sur un ring. Une fois que le capitaine de la garde se prépare à combattre, Akira lance soudainement ses épées à Amelia. Le voyant jeter ses armes, le capitaine se demande s'il ne le prend pas au sérieux. Cependant, Akira lui dit qu'il ne va combattre que comme un véritable assassin avec des armes cachées, alors le roi signale le début de leur combat. Peu après, le capitaine se précipite sur Akira et balance sa hache massive, mais il esquive sans effort chaque coup avant de sortir un ensemble de kunai. Utilisant des cordes attachées aux kunai, il saute en l'air et piège la jambe du capitaine. Enragé, le capitaine tire Akira vers lui en utilisant la même corde et tente de l'abattre avec sa hache, mais Akira s'échappe et atterrit sur un toit voisin. De là, il se propulse de nouveau dans l'arène, glissant le long de la hache du capitaine et la réduisant en morceaux avec ses lames avant de les pointer directement vers le cou du capitaine. La bataille étant décidée, Emilia dit au roi d'arrêter de remettre en question les désirs d'Akira. Bien que le roi accepte sa demande, il se demande pourquoi elle est mariée à un humain. Il rappelle à Emilia qu'en tant qu'elfe, elle vivra plusieurs siècles de plus que lui, ce qui signifie qu'Akira finira par mourir bien avant elle. Ce commentaire laisse Emilia triste. Cependant, il dit à ses gardes d'escorter Akira et Emilia jusqu'au port de la ville, tandis qu'Akira remarque le visage triste d'Emilia. Un peu plus tard, alors qu'il rentre, il lui demande pourquoi elle a l'air si abattue, mais elle se contente de le complimenter pour sa performance impressionnante. Emilia lui dit alors qu'elle a de la chance de passer du temps avec lui. Cependant, Akira pense que c'est lui le chanceux, car Amelia a quitté sa famille royale, juste pour vivre avec lui. Entendant ces mots, elle sourit, heureuse qu'il ait dit exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Submergée par l'émotion, elle se met à pleurer et le serre dans ses bras, ce qui laisse Akira complètement perplexe. Amelia insiste sur le fait qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui, ce qui pousse Akira à lui dire d'arrêter de raconter des choses aussi étranges. Plus tard, Akira et Amelia se rendent à l'hôtel que Crow a réservé pour eux. Crow explique que le propriétaire de l'hôtel lui doit une faveur. Ils n'ont donc pas besoin de le payer. Pendant ce temps, Amelia est excitée à l'idée de se blottir contre Akira sur le grand lit. Malheureusement pour elle, il sort juste un livre et commence à lire comme un vieil homme grincheux. Le voyant lire, Crow pense qu'Akira lui rappelle un vieil ami qui était tout aussi passionné par l'apprentissage que lui. Tandis qu'Akira pense que ce serait bien de rencontrer une telle personne, Crow lui dit que cette personne était appelée un sage et un maître des arts de l'épée et de la magie. Cette nouvelle surprend Akira, alors il demande à Crow qui était cette personne. Crow explique que son nom était Saren, et Akira se tait. Il révèle ensuite qu'il doit une énorme faveur à Saren. Entendant qu'Akira est redevable à Saren, Crow pense que les choses seront faciles pour eux. Akira se demande ce qu'il veut dire, alors Crow lui demande qui a tué Saren. En réponse, Akira lui dit que c'était l'escouade d'assassinat du roi, les Corbeaux Nocturnes. Crow hoche la tête mais révèle qu'en coulisses, les Corbeaux Nocturnes étaient parrainés par nul autre que Graham. En apprenant que Graham est responsable de la mort de son cher professeur, les yeux d'Akira commencent à trembler d'émotion. C'était l'épisode 9. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.